Cette émission est présentée par Lucie Dale Parizeau. Bonsoir. Je m'appelle André Champagne et je vous souhaite la bienvenue à cette soirée de débat entre candidats du comté fédéral de Bécancour-Nicolet-Sorel en vue du scrutin du 20 septembre prochain. Le monde a beaucoup changé depuis la dernière élection fédérale, en octobre 2019, il y a moins de 2 ans. Une pandémie a causé près de 4,6 millions de décès sur la planète, en plus de ralentir considérablement l'économie mondiale. Ces effets se sont fait ressentir partout, y compris chez nous, dans Pierre-de-Sorel. La personne qui remportera le siège de Bécancour-Nicolet-Sorel fera partie d'un Parlement qui prendra d'importantes décisions pour la suite des choses. Espérons que cette soirée contribuera à votre réflexion. Ce débat est organisé par CJSO en collaboration avec le journal Les Deux-Rives, ipix.tv, le Cégep de Sorel-Tracy, les communications intermédiaires ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Comme le veut la tradition, seuls les candidats des partis représentés à la Chambre des communes ont été invités à participer à ce débat. Le candidat du Parti vert du Canada a décliné l'invitation du comité organisateur. J'ai maintenant le privilège de vous présenter les 4 candidats qui ont accepté notre invitation. L'ordre dans lequel ils apparaissent sur scène, ainsi que tous les ordres de prise de parole des candidats, ont été déterminés par un tirage au sort. En toute transparence, une captation vidéo de ce tirage est à la disposition des candidats qui voudraient la consulter. Voici donc, en partant de votre gauche, du Nouveau Parti démocratique, Mme Catherine Gauvin, du Bloc québécois, M. Louis Plamondon, du Parti libéral du Canada, Mme Nathalie Rochefort, et du Parti conservateur du Canada, M. Yannick Kess. Pour une seule fois d'ici la fin de ce débat, je vous invite à les applaudir. Maintenant, justement, parlons du déroulement de la soirée. Les gens présents à l'auditorium du Cégep de Sorel-Tracy, vous êtes priés de bien vouloir éteindre vos appareils électroniques et de retenir vos applaudissements pour la fin du débat. Quant à vous, chers candidats, ceux et celles qui vous écoutent méritent d'entendre ce que vous avez à dire. Inutile de rappeler la regrettable cacophonie des derniers débats de vos chefs. Tâchez de faire mieux qu'eux. En cas de débordement, je me réserve le droit de faire signe à la régie de couper les micros. Ceci dit, notre démocratie permet des échanges serrés mais respectueux des personnes et des institutions. Ces échanges seront d'ailleurs mis en valeur ce soir. En effet, plus de temps que lors des précédents débats est prévu pour des discussions entre vous 4. Pour nous donner tous les détails relatifs au format de ce débat, j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Philippe Morin, directeur de l'information au journal Les Deux-Rives, qui sera le gardien du temps de ce débat. Jean-Philippe. Merci André. Alors, les 4 candidats, ils ont tous compris et accepté le format du débat. Ils vont avoir 2 fois l'occasion, au début et à la fin du présent exercice, de s'adresser librement et directement à l'auditoire. Entre ces 2 temps de parole, ils vont débattre de différents sujets qui vont être précisés au fur et à mesure. Alors, pour se préparer, les débatteurs connaissaient les thèmes retenus pour ce soir, mais les questions sont demeurées secrètes jusqu'à cette seule et unique lecture qu'on s'apprête à faire. Alors, on va parler, pas nécessairement dans cet ordre, mais d'agriculture, d'économie, d'environnement, de santé et de gouvernance, le tout évidemment entremêlé du sujet inévitable de la soirée, la pandémie de COVID-19. Alors, pour chaque question posée, chacun des candidats aura, à tour de rôle, 1 minute 30 secondes pour y répondre. Ensuite, un candidat choisi au hasard aura 30 secondes pour poser une question au candidat de son choix, qui lui aura 1 minute pour s'exprimer. Un droit de réplique de 30 secondes va être accordé à celui qui a posé la question. Ensuite, tous les candidats pourront entrer dans la discussion pour un débat de 3 minutes 30 secondes. Donc, un débat un peu plus long que les précédentes éditions. Alors, voilà, André. Merci beaucoup. Alors, voici enfin le moment d'entendre nos candidats avec les déclarations d'ouverture d'une durée de 2 minutes chacun. Pour cette déclaration, ainsi que toutes les autres prises de parole, les candidats verront Jean-Philippe brandir un carton jaune signifiant qu'il leur reste 15 secondes et le carton rouge lorsque ce sera terminé. Alors, tous les candidats sont prêts. Vous disposez de 2 minutes pour vos allocutions de départ et le hasard a voulu qu'on débute avec Mme Nathalie Rochefort.
Merci. Bonsoir à tous. J'espère que malgré la pandémie, vous êtes heureux d'écouter enfin un débat entre vos 4 candidats préférés dans Bécancour, Nicolet Sorel. Mais sans plaisanterie, c'est un plaisir. C'est un honneur pour moi d'être de retour. Certains me disent que je suis folle. D'autres m'ont demandé qu'est-ce que je faisais à me représenter. En fait, je suis tenace. J'ai découvert le comté en 2018 quand je suis arrivée. En 2019, j'ai été candidate et je me suis impliquée, notamment comme directrice générale de la Chambre de commerce du Cœur du Québec, mais aussi dans différents projets sociaux, économiques. Et ma ligne, c'est tout simplement de travailler en collaboration. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai que des partenaires potentiels. Donc, dans Bécancour, Nicolet Sorel, ce que je veux faire, c'est être à l'écoute, être de l'avant pour travailler ensemble avec les idées de tout le monde. On peut pas toujours être d'accord. Personnellement, j'ai jamais toujours été d'accord avec mon père. Je pense que c'est pas mal la même chose pour tout le monde dans chaque famille. Mais au moins, il y a toujours une chose qui reste, c'est le respect. Et c'est ce que j'aime dans nos débats politiques, particulièrement avec mon principal adversaire, M. Plamondon, avec qui on a une très bonne entente. Donc, tout au long du débat, vous allez nous entendre, vous allez voir ou constater notre engagement. Et puis, dans mon cas, si le passé est garant du futur, je vous promets qu'il va y avoir de l'action. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on m'a surnommé la tornade rouge. Merci. Merci beaucoup. Bon. On va écouter maintenant Mme Catherine Gauvin. Bonsoir à tous. Malheureusement, nous avons des élections après 2 ans. Je suis ici pour représenter le NPD. Le sujet que j'ai le plus à cœur, c'est vraiment la crise climatique et l'équité intergénérationnelle. Donc, le parti du NPD correspond vraiment à mes valeurs sur cette question. Au niveau des dettes d'études, de l'équité, au niveau de l'accès à la propriété. Les jeunes ont de plus en plus de difficultés à faire leur place au soleil. Ça peut être difficile. Au niveau aussi de tout l'impact des GES au quotidien. Donc, j'habite pas encore le comté, mais j'adore Sorel. Je fais beaucoup de kayak et c'est vraiment magnifique comme endroit. Je travaille dans le milieu de la santé, infirmière de profession. Donc, on va pouvoir aussi parler santé au cours de ce débat. Et j'ai rencontré mes collègues. Effectivement, ils ont été très gentils avec moi, même si c'est ma première expérience de débat. Merci. Merci beaucoup. Écoutons maintenant M. Louis Plamondon. Bonsoir. Merci à la Chambre de commerce et CJSO et ses partenaires d'avoir organisé un tel débat. Notre élection revêt une importance capitale pour le comté aussi, mais pour tout le Québec. Quelle orientation voulons-nous donner au futur gouvernement? En quoi le Québec peut-il être mieux servi en environnement, en économie, en agriculture, en culture, en emploi, en relations internationales, sans oublier la défense des aînés? J'ai établi au cours des dernières années de nombreux contacts avec toutes les sphères de la fonction fédérale qui me permettent de répondre avec efficacité à vos demandes et vos attentes. De plus, j'ai bâti de belles relations avec tous les organismes qui se dévouent au mieux-être culturel, sportif, économique et social dans notre comté. J'espère que nous continuerons à travailler ensemble à compter du 20 septembre prochain. Il nous faut continuer de donner une force au Québec. L'élection de plusieurs députés du Bloc a permis d'obtenir de nombreux gains pour le Québec. Dans notre programme, le Bloc québécois propose un programme ambitieux, mais réalisable, qui répond aux attentes de nos citoyennes et citoyens, que ce soit en agriculture, au soutien des aînés, à la petite et moyenne entreprise, en environnement et en économie. Je m'engage donc à porter les attentes du comté et du Québec à Ottawa et à continuer de vous servir avec autant de dévouement, de présence et d'attention. Bon débat à toutes et à tous et mes salutations à mes confrères et consoeurs qui s'adresseront à vous ce soir. Merci beaucoup. On écoute maintenant M. Yannick Caisse. Merci pour l'invitation. Moi, c'est mon premier débat. C'est une grosse aventure. Je suis un gars de la région. J'ai travaillé, je suis un col bleu. J'ai perdu mes emplois à 2 reprises. Je me suis retroussé les manches, j'ai retourné à l'école, je suis devenu courtier immobilier. J'ai tout le temps suivi la politique depuis mon jeune âge. Et puis, je trouvais que c'était important de faire le saut à un moment donné et être vraiment dans la vie active.
Et puis, au départ, quand j'ai pris ma décision, j'ai été rencontrer M. Plamondon. J'ai dit, M. Plamondon, je vais marcher dans vos traces auprès du Parti conservateur. Il est resté surpris, mais c'est exactement ça. Je veux avoir un impact pour la région, être au pouvoir, être capable de décider et amener des choses pour mon comté. C'est mon but, vraiment, d'être à la place pour les citoyens, mais pour aussi l'économie de la région. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous quatre. Ça y est, tous les candidats ont pris la parole et se sont présentés. On va s'arrêter pour une première pause et au retour, on amorce la portion débat de la soirée. Vous suivez le débat des candidats aux élections fédérales dans Bécancour-Nicolet-Sorel. CJSO 101.7 FM, en collaboration avec le journal Les Deux Rives, IPX TV, le Cégep de Sorel-Tracy, les communications intermédiaires et la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy présentent le débat des candidats à l'élection fédérale de la circonscription de Bécancour-Nicolet-Sorel. Cette émission est présentée par Lucie Dale Parizeau. De retour au Cégep de Sorel-Tracy. Amorçons ensemble la portion débat de la soirée. Celle-ci comprend 6 thèmes correspondant à autant de questions en lien avec des enjeux ou des préoccupations des citoyens de Bécancour-Nicolet-Sorel. Le premier thème est la gouvernance. Le rôle du député semble avoir changé pendant la pandémie. Un député fédéral doit toujours être présent pour ses concitoyens, mais c'est d'autant plus vrai lorsque ceux-ci ont un besoin réel d'aide directe. Par exemple, depuis plus d'1 an et demi, plusieurs ont été ou sont toujours aux prises avec des problèmes de fraude ou de vol d'identité en lien avec les différentes formes d'aide gouvernementale dans le contexte de la pandémie. Notre question pour vous aujourd'hui. Avec la pandémie qui se poursuit et qui risque de s'étirer avec de futures vagues, que croyez-vous que les citoyens attendent de vous comme éventuels députés, autant pour les enjeux collectifs qu'individuels? Chaque candidat, dis-je bien, a 1 minute pour répondre et le hasard a voulu que l'on débute avec M. Yannick Caisse. Il n'y a pas personne qui voulait avoir cette élection-là. Et on était plongé dedans, ça va coûter 600 millions à la population canadienne. Et puis, il n'y a rien qui est réglé. On continue de s'enfoncer dans la crise. Au départ, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'armée canadienne, il y a une division qui est pour les pandémies. Et puis l'armée canadienne avait avisé déjà le gouvernement libéral. C'est au mois de janvier. Rendu au mois de février, mars, la ministre de la Santé libérale, M. Trudeau, elle a jugé que c'était pas bon, qu'il y avait peu de chances que la pandémie se propage au Canada. À partir de là, depuis ce moment-là, on n'est pas capable de s'en sortir. Encore aujourd'hui, 500 cas. C'est très dommage vers où on s'en va encore. Là. C'est complet? Oui. Écoutons maintenant Mme Catherine Gauvin. Alors, au niveau de la gouvernance, je pense que c'est important d'être présent dans la circonscription. C'est important aussi de pouvoir s'exprimer en français et en anglais et de porter les différents enjeux locaux, mais aussi de s'investir et de penser à l'extérieur de la boîte là, de bonnet blanc, blanc bonnet, là, conservateur, libéral, pour amener une nouvelle voie. Et en termes de gouvernance, depuis la déclaration de Sherbrooke, le NPD s'est engagé au niveau du respect du Québec comme société distincte. C'est important de le mentionner. C'est vraiment une valeur importante là, au niveau de la section Québec pour le NPD. Dans la stratégie nationale au niveau de l'aérospatiale, il y a eu beaucoup de difficultés dernièrement. Aussi, on a perdu des entreprises importantes et il y a toute une chaîne derrière là, qui est vraiment à risque de tomber. Je pense qu'il faut vraiment opter pour une stratégie avec tous les partenaires pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut sauver l'aérospatiale pour passer à travers la crise actuelle. C'est vraiment une économie importante où est-ce qu'on avait une forte innovation, puis il faut réussir à garder les acquis. Au niveau de l'environnement, c'est sûr que ça a été difficile là, avec l'achat du pipeline, mais je pense qu'on va avoir d'autres moments pour en parler. Je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup, Mme Gauvin. Écoutons maintenant Mme Nathalie Rochefort. À quoi ça sert un député? Ça sert à deux choses. D'une part, enrichir les projets de loi, les programmes gouvernementaux de vos expériences, amener toutes vos expériences à contribuer à une meilleure équité sociale, mais ça sert aussi à développer de nouveaux projets qui vont être en phase avec nos réalités quotidiennes et qui vont permettre de sortir de cette crise. Cette crise-là ne sera pas finie demain matin, là. Faut s'enlever nos lunettes roses, malheureusement. On est dedans pour un petit bout, vous portez le masque tous, puis je trouve ça triste. Mais en même temps, c'est notre nouvelle réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut agir sur deux axes. L'axe humain, donc régler les problèmes des citoyens au fur et à mesure quand vous vous présentez au bureau de comté, c'est la base même du travail d'un élu. Mais c'est aussi travailler en collaboration avec nos entrepreneurs qui ont vécu des situations pas faciles, qui ont réussi quand même à sortir la tête de l'eau dans la plupart des cas, notamment grâce à la subvention pour rembourser les salaires jusqu'à concurrence de 75% en fonction des pertes, grâce aux subventions au loyer. Donc, il y a eu des mesures mises en place. Maintenant, on doit travailler pour une économie qui va être forte, ramener des immigrants ou des gens qui vont quitter Montréal parce qu'il y en a eu ras-le-bol d'être dans un 4,5 pendant la pandémie et qui voudraient venir s'installer dans notre région. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Rochefort. Écoutons maintenant M. Louis Plamondon. Le rôle du député, je le vois toujours de trois manières. La première chose, c'est d'être un représentant. Il se passe énormément d'événements et les gens veulent avoir le représentant du gouvernement parce que lors de ces événements, ils veulent transmettre leurs attentes. Ils veulent également se dire satisfaits de certains programmes, veulent en améliorer d'autres. Donc, il faut être un député extrêmement présent. Ensuite, il faut être un représentant, voulais-je dire. Ensuite, le deuxième rôle, c'est un rôle de législateur, bien sûr. Le député doit proposer des législations, débattre à son caucus des positions qu'on va prendre, proposer des législations. C'est ce que j'ai fait, par exemple, en agriculture, en déposant le projet de loi C-216, qui faisait en sorte qu'on ne pouvait plus toucher à la gestion de l'offre lorsqu'il y aurait des futures négociations internationales en agriculture. Ce projet de loi-là était rendu presque à l'adoption. Malheureusement, le déclenchement d'élections fait en sorte que tout sera recommencé, mais je le redéposerai encore. Donc, participer au projet de loi et ensuite débattre en Chambre, bien sûr, des projets de loi pour améliorer ceux du gouvernement, pour aussi les modifier, pour les contester. Mais le troisième rôle, ce qui est très important, c'est de devenir l'ombudsman de la région, c'est-à-dire pour les cas individuels de personnes qui ont de la difficulté avec l'appareil administratif fédéral au niveau du chômage, au niveau de... Oh, puis moi, 10 secondes. C'est terminé, M. Plamondon. Merci, j'avais des belles choses à vous dire. Je vous rappelle donc, le carton jaune, c'est quand il vous reste 15 secondes et une fois que vous voyez le carton rouge, c'est terminé. Merci. Mais vous aurez sans doute l'occasion de vous exprimer encore durant les prochaines minutes, M. Plamondon. Le hasard a voulu que Mme Catherine Gauvin soit notre première candidate qui pose une question au candidat de son choix. Mme Gauvin, vous avez 30 secondes pour poser cette question. Est-ce que je pose la question à Mme Rochelot. Rochefort. Rochefort. Mon Dieu, je suis vraiment désolée. Pas trop, Catherine. Il aurait fallu que je garde la pancarte. Madame Rochefort, au début, pour la PCU, le gouvernement libéral voulait 1 200 $ par mois. Est-ce que vous trouvez que 1 200 $ par mois, c'était suffisant pour réussir à payer tous les besoins que les gens ont là, au quotidien quand ils perdent leur emploi à cause d'une pandémie? Je peux y aller? Vous avez une minute pour répondre. Merci, Catherine. C'est plus facile avec les prénoms. Hein. OK, d'accord. Donc, en fait, la PCU, au départ, en effet, c'était 1 200, mais rapidement, on a rectifié le tir, ça a monté à 2 000 et maintenant, c'est en dégressif, ce qui est une bonne chose parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre qui est relancée. Mais en effet, ça a mis en lumière la nécessité pour les gens de travailler et vous allez trouver ça un peu étrange, mais je trouve que c'est un bel exercice parce qu'on parle depuis des années, des décennies du revenu minimum garanti. Et je pense que l'expérience qu'on a vécue actuellement va nous avoir permis d'avoir une étude de cas réelle et concrète. Là, Madame Gauvin, vous avez 30 secondes de réplique. Effectivement, je suis contente que ce soit entendu puis que la PCU n'ait pas été à 1 200. Je pense que ça aurait été vraiment difficile. Il faut réaliser que les gens sur
sur certaines allocations minimum sont en deçà du 1200 même. Ça devient vraiment difficile pour les travailleurs, même à temps plein, de réussir à payer toutes leurs factures avec le salaire minimum. Donc, je trouve que le NPD a bien collaboré sur cette question-là. C'est un travail d'équipe. Hein? Oui. Alors, on va entrer dans la portion débat de cette question. On est toujours dans le thème de la gouvernance. Donc, vous avez 3 minutes et demie pour débattre. Ben, je vais terminer ce que je voulais dire. Ben, allez-y. Et je parlais du rôle d'ombudsman, c'est-à-dire que les gens sont souvent complètement désamorcés lorsqu'ils voient qu'ils reçoivent une correspondance du gouvernement fédéral ou du gouvernement provincial, ça doit être la même chose. Et donc, la seule personne qui peut leur dire comment se débrouiller dans ce gros appareil administratif, eh bien, c'est souvent le député. Et là, des cas de chômage, des cas avec l'impôt, avec l'armée, de toutes sortes. Et cela, le rôle du député est extrêmement important. Auprès des entreprises, la même chose. Ils veulent savoir s'ils ont le droit à une subvention, s'il y a des programmes spéciaux pour eux. Donc, le député doit être là. Puis, aussi au niveau des organismes à but non lucratif, par exemple, peut-on avoir la permission de donner des reçus comme charité? C'est tout un programme, une paperasse à remplir donc on les aide. Autrement dit, quand le bureau du député devient la plateforme de revendication de l'ensemble des citoyens d'un comté, le député fait son travail. C'est toujours ce que j'ai cherché à faire. C'est plus qu'un centre d'information. C'est vraiment un bureau d'action pour aider les citoyens. Mais il faut savoir que tout ce que les citoyens nous amènent comme information, tous les problèmes qu'ils vivent au quotidien, c'est ce qui nous permet d'enrichir le débat de la Chambre des communes ou de l'Assemblée nationale. C'est ce qui permet d'enrichir les projets de loi et les règlements. D'ailleurs, dans les cas de fraude dont tu parlais au début du débat, le rôle du député est majeur pour accompagner aussi les citoyens qui s'en seraient victimes, tant au niveau provincial que fédéral, pour les aider à revendiquer leurs droits, parce que c'est pas tout le monde qui est habile avec les outils technologiques, malheureusement. J'ajouterais qu'au niveau de l'immigration, c'est sûr que venant de Montréal, je suis très au courant. Il y a beaucoup d'enjeux de paperasse, de délais, de détails administratifs. Oui. C'est infernal pour les gens de réussir à s'en sortir tout seuls. Il y a tellement de travail à faire pour essayer de faciliter les choses. Là-dessus, je vous donne raison, parce que ici, dans le comté, qui est quand même un peu éloigné de Montréal, j'ai une adjointe à Ottawa qui fait 90% de son travail sur des cas d'immigration. Alors, ça devient de plus en plus important pour les députés d'avoir une bonne connaissance de toute la paperasse nécessaire et de tous les programmes existants pour accueillir ces nouveaux arrivants si importants pour soutenir notre main-d'œuvre. Pour nous, les conservateurs, l'idée, c'est d'alléger la paperasse, la bureaucratie. Oui. Le problème qu'il y a, on voit en agriculture dans le comté, les gens, puis même dans d'autres entreprises, pour avoir des gens, des immigrants. On a des immigrants francophones qui sont au Québec et le délai est de 3 ans. À l'extérieur du Québec, c'est 6 mois. C'est inadmissible que les gens attendent, puis assez que les gens quittent le Québec pour aller dans la province. Vous êtes conscient qu'il y a 2 paliers de gouvernement qui interviennent dans les dossiers aussi, oui. Là. Tu sais, j'ai une fondation, j'accueille 1000 immigrants par année. On peut en parler longtemps. C'est la réalité. C'est complet? Alors, c'est tout pour cette première question. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à cette première portion de débat. Je pense que les prochaines questions vont générer un peu plus de discussion entre nos candidats. Alors, on va s'arrêter pour une pause. Vous suivez le débat des candidats aux élections fédérales dans Bécancour, Nicolet Sorel. Le Cégep de Sorel-Tracy accueille ce soir les candidates et candidats pour le débat électoral fédéral pour la circonscription de Bécancour, Nicolet Sorel. Une élection est un exercice démocratique important et le Cégep de Sorel-Tracy est heureux d'y contribuer. Chez Lucier Del Parizeau, nous travaillons à trouver la meilleure façon de protéger les actifs humains et financiers de nos clients. Lucier Del Parizeau offre aux familles, aux propriétaires d'entreprises ainsi qu'à ces mêmes entreprises un portefeuille complet de solutions en matière de protection, d'assurance et de services financiers. En fait, nous sommes reconnus comme des conseillers de confiance. Avec Lucier Del Parizeau, votre tranquillité d'esprit est assurée. Lucier Del Parizeau, présent à travers la province pour mieux vous servir. Lucier Del Parizeau, le plus important courtier d'assurance au Québec.
Québec. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Ici Sylvain Rochon. Et Gilles Péloquin. Retrouvez-nous du lundi au vendredi à midi. On jase d'actualité générale et de sport. Notre passion, vous informer. Du lundi au vendredi, dès midi, sur CJSO 101,7 FM. Que ce soit en politique, en santé ou en économie, l'actualité est en pleine effervescence encore cette saison. Et On a des choses à dire reprend son habitude de vous faire vivre à chaque semaine son évolution. En entrevue à nos micros et devant nos caméras, les acteurs des événements qui touchent notre quotidien sauront mieux vous faire comprendre les enjeux qui les préoccupent. Soyez donc au rendez-vous tous les jeudis de midi à 13h, tout de suite après le bulletin d'information, sur les ondes de CJSO, via notre site web et sur notre page Facebook. On a des choses à dire. Une présentation de Meubles André Beaulieu, Lucie Edel Parizeau et du comité des usagers de Pierre de Sorel. FM. CJSO 101.7 FM, en collaboration avec le journal Les Deux-Rives, IPX TV, le Cégep de Sorel-Tracy, les communications intermédiaires et la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy présentent le débat des candidats à l'élection fédérale de la circonscription de Bécancour-Nicolet-Sorel. Cette émission est présentée par Lucie Edel Parizeau. Voici maintenant le deuxième bloc de notre débat de ce soir, dont le thème est la gestion de la pandémie de COVID-19. Depuis le 13 mars 2020, la vie de tout le monde a été chamboulée. Le Canada a dû réagir rapidement dans plusieurs dossiers. Fermeture des frontières, décisions concernant les travailleurs étrangers en agriculture, approvisionnement en vaccins, etc. Notre question a deux volets pour vous aujourd'hui. Comment évaluez-vous la gestion de la crise de COVID-19 par le gouvernement en poste? Et si vous étiez député, qu'auriez-vous fait de différent? Alors, j'ai dit tantôt que chaque candidat avait 1 minute pour répondre. C'était bel et bien 1 minute 30 et chaque candidat a bel et bien eu 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Donc, ce sera ainsi également pour la suite des choses. La première candidate qui va répondre à notre question à deux volets est Mme Nathalie Rochefort. Bon. Mon évaluation, je dirais je nous donnerais un 80% parce que la perfection n'existe pas. On a agi dans l'urgence. Tous les gouvernements sur notre petite planète ont agi dans l'urgence. On a mis en place comme gouvernement des mesures pour nous assurer que les gens, on parlait de la PCU tout à l'heure, aient de quoi payer leur nourriture, payer leur loyer, ne tombent pas dans la déchéance la plus totale. On a investi en matière de prévention en santé mentale, ce qui était important. Le nombre de suicides à l'automne a augmenté de façon catastrophique. On a investi aussi, on a aidé nos entreprises à passer à travers la crise avec des subventions pour payer jusqu'à 75% des salaires des employés qui ont maintenu en poste. Beaucoup d'entreprises sont restées en vie grâce à cette subvention-là. Ensuite, il y a eu aussi des investissements majeurs pour soutenir les entreprises, les entrepreneurs qui payaient des loyers. Encore là, un autre 75%. Ça a l'air énorme comme montant, mais en situation de crise, l'exemple qu'on me donnait il n'y a pas très longtemps, c'est quand la maison passe au feu, là, on commence par l'éteindre, puis après ça, on fera l'évaluation, puis on fera la reconstruction. On est sorti de l'incendie, la maison est sécurisée. Maintenant, on est en mode reconstruction, donc on réinvestit dans notre économie plus forte et on travaille fort pour faire venir des travailleurs dans notre comté. Merci beaucoup, Mme Rochefort. Écoutons M. Louis Plamondon. Quand est arrivée la fameuse pandémie, la plupart des partis ont été un peu surpris, comme toute la population, mais il y avait urgence d'agir. Et les 4 partis à la Chambre se sont mis d'accord pour laisser au gouvernement la chance de mettre des programmes en marche en les suggérant. Par exemple, lorsqu'on parle du 75% pour les entreprises,
C'était d'abord 10 % que le gouvernement a pensé faire. Ensuite, je me rappelle que le député du Bloc avait dit au Danemark qu'ils sont allés jusqu'à 75 %. On a refait une étude. Le NPD était d'accord aussi et on a réussi à ce que le gouvernement et le Parti conservateur soient d'accord pour qu'on aille. Et quand on est allé, en donnant l'argent à l'entrepreneur pour garder les emplois, ça a été un bon succès. Lorsqu'on a donné les autres programmes, la PCU par exemple, ça a été axé sur un don direct à l'individu sans incitation à l'emploi s'il y avait des emplois disponibles. La grande erreur aussi, une erreur, ça a été le programme pour étudiants. On a incité des étudiants à rester à la maison plutôt qu'à aller travailler. C'eût été le contraire qu'on aurait dû faire. Donner à l'entreprise un boni s'il soutenait des étudiants. Alors, il y a une réflexion à faire, mais globalement, il fallait agir rapidement. Et ça, là-dessus, les 4 partis étaient d'accord pour y aller pour des dépenses exagérées. Merci beaucoup, M. Plamondon. On écoute maintenant Mme Catherine Gauvin. Par rapport à la pandémie, j'ai beaucoup de copines qui l'ont très, très mal vécu dans les CHSLD où elles ont été obligées d'aller travailler. Au début, on savait même pas si on aurait assez de masques puis de jaquettes. Fait qu'on peut le dire, là, le gouvernement, là-dessus, il a vraiment fait des miracles au niveau de trouver la fourniture, ouvrir la logistique et tout. L'armée, dans les CHSLD, là, c'était pas ça qui a changé la vie des infirmières. Hein. Ça l'a comme pseudo-aidé, puis il y avait beaucoup d'argent chaque jour, ces gens-là, en per diem. Ça créait quand même un gros inconfort au niveau du personnel régulier. Dans ce cas, c'était pas parfait, mais au niveau de la logistique, j'avoue, il y a vraiment eu des efforts. J'ai trouvé que le délai pour fermer la frontière a été beaucoup trop lent et je trouve qu'il est beaucoup trop tôt. Pourquoi est-ce que les Américains peuvent venir puis nous, on peut pas sortir? C'est vraiment très bizarre, tout ça. Je pense que la pandémie, on n'en est pas sorti. Ça va être difficile. Il y a plein de variants. On a découvert à quel point il y a plein de gens qui n'ont pas de sécurité sociale. Ceux qui sont dans le théâtre, ceux qui sont des travailleurs autonomes. À un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux te mettre comme coussin de côté. 1 an, c'est long. Donc, la PCU, c'était pas parfait, mais il fallait quelque chose de flexible, de rapide. Voilà. Merci beaucoup, Mme Gauvin. On va écouter maintenant M. Yannick Caisse. Comme je disais en introduction, au départ, on n'a pas agi assez rapidement. On a laissé les frontières ouvertes. On n'a pas écouté les recommandations de l'armée canadienne. Qu'est-ce qu'un état des virus? On a lancé le programme de PCRE, il faut le faire pareil. Il faut lancer un programme de relance économique qui nuit autant à l'économie. Tout le monde se lamente, il manque, c'est fermé. Nous autres, au Parti conservateur, on va avoir des programmes pour les entreprises, pour la création d'entreprises, il va y avoir des subventions pour aider. Et c'était inconcevable d'avoir pris autant de temps à réagir. Vous me demandez qu'est-ce que j'aurais fait si j'aurais été député? J'aurais, vis-à-vis de mon gouvernement au pouvoir, j'aurais fait fermer le Canada en shutdown 2 semaines de congé à tout le monde, au lieu de poursuivre dans cet élan-là, on n'avait pas de fin. On est sorti plus vite en étant chez nous, juste à regarder, conserver les systèmes d'urgence nécessaires, là, mais les gens auraient été mieux être chez eux 2 semaines pour éviter la propagation d'un océan à l'autre. C'est complet? Oui. Merci beaucoup. Alors, donc, tout le monde a pu s'exprimer sur cette question de la gestion de la pandémie de COVID-19. Le hasard a voulu que Mme Nathalie Rochefort pose une question au candidat de son choix. Vous avez 30 secondes pour poser cette question-là. Donc, si je comprends bien, Yannick, shutdown, ça veut dire que, à part les services essentiels, c'est tout ce qui aurait resté. Mais tu trouves pas que c'est un peu intégriste comme mesure? Moi, j'ai pas terminé. J'ai de la difficulté avec ça parce que, oui, un shutdown, c'est intéressant spontanément. Mais dans la vraie vie, là, il y a des usines qui ont besoin de continuer de tourner. Je sais pas si tu es au courant, mais dans l'industrie alimentaire, là, il faut des employés dans l'usine pour que les gens puissent manger. Dans les épiceries, si tu mets tout le monde en shutdown, il n'y a pas d'épicerie qui tourne. On fait quoi dans la vraie vie? Merci beaucoup. Monsieur Caisse, vous avez 1 minute pour répondre. Lorsqu'on est en situation de guerre, qu'est-ce qu'on fait? On a dit on était en guerre contre une pandémie. On fait quoi en temps de guerre?
on se promène dessus. Si on s'en va en temps de guerre, ben, on va à l'épicerie, on remplit nos épiceries. C'est pas le temps les usines vont continuer à marcher, oui, c'est normal. Il y a des grosses entreprises comme Rio Tinto, il y a des places qui ont des éleveurs de poulets. Les usines, il faut qu'on continue. Mais sauf, une grande majorité des personnes auraient pu rester chez elles. Ça aurait été possible. Tu es au courant que 85% des entreprises au Québec, c'est des PME? Des très petites entreprises. Oui. Donc, autrement dit, tu enlevais le pain et le beurre sur la table des travailleurs. Non? Merci. Ça aurait coûté moins cher. Ça aurait coûté moins cher au gouvernement de payer les gens à être chez eux. Qu'est-ce qu'on est rendu là? À 600 milliards, 400 milliards de dettes? En plus, c'est des chiffres. Moi, je te parle d'humains. Regardez, moi, je parle... Madame Rochefort, on est dans le temps de M. Caisse. On ne s'en sort pas. On avait dû prendre des mesures drastiques. On est en période de guerre, c'est ça qu'il aurait voulu faire. Merci. Vous avez 30 secondes de droit de réplique. Donc, je comprends que M. Caisse, Yannick préfère s'intéresser à des chiffres, à des montants, plutôt que se préoccuper des humains. De l'humain, mais aussi de l'humain qui est propriétaire d'une entreprise. Comme DG de chambre de commerce, là, au mois de mars passé, mois de juin, pas mal tout le temps, j'avais régulièrement des entrepreneurs qui m'appelaient, le moton d'envoi, en disant « Heureusement que j'ai ma subvention pour garder mes employés », qui savaient juste pas comment s'en sortir. Faut se rappeler que avant d'être des chiffres ou avant d'être une guerre sans armes, je te signale, c'est d'abord des humains avec qui on travaille. On entre dans la portion débat. Vous avez 3 minutes 30 pour les 4. Au niveau des frontières, je suis d'accord que ça a été très, très mal contrôlé. Ça a été fermé 15 jours trop tard. Au niveau de l'évaluation périodique des programmes, ça ne s'est pas fait. S'il y a ça que je peux reprocher dans la façon de gouverner du gouvernement Trudeau, l'évaluation des programmes et aussi le peu de sécurité qu'il y avait pour ce qui est programme de PCU. 700 000 vols d'identité au Canada. Il y a des gens qui se sont mis millionnaires avec ça. Ça n'a aucun sens. Seulement à mon bureau de Sorel-Tracy, on a eu une cinquantaine de cas pour la région, 20 à 25 cas aussi à Nicolet. Ça, c'est à part de ceux qui se sont débrouillés eux-mêmes pour retrouver leur identité, ce qui pouvait prendre pendant 3 mois, jusqu'à 3 mois. Alors, on ne reçoit pas les allocations familiales pendant ce temps-là. On ne reçoit pas notre retour d'impôt, etc. Ouais. Alors ça a été mal évalué. Et en plus de cela, pendant la pandémie, je pense qu'il n'aurait pas été nécessaire que M. Trudeau se promène avec un panier de bonbons à garrocher des subventions puis des promesses d'un bord et de l'autre, comme me disait un citoyen que j'ai rencontré il y a un mois, qui n'en revenait pas de voir l'argent qui était promis ou dépensé sans avoir une évaluation globale de ce qu'elle aura comme conséquence pour les années futures, pour les générations futures et pour le déficit qui s'accumule Moi, grandement. j'aimerais dire que les PME, justement, Mme Rochefort le mentionnait, ont vraiment réussi à s'organiser pour réussir à répondre à la demande. Il y en a qui ont fait des masques, qui ont utilisé des tissus industriels pour réussir à répondre aux demandes des salles d'opération. Il y a une usine maintenant qui recycle les masques chirurgicaux. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Après ça, il y a vraiment eu la compagnie de vodka qui a fait du savon à main. On a vu qu'on était vraiment imaginatif, puis c'était vraiment beau de voir ça, tu sais, mais il y a une place où est-ce que je trouve qu'il y avait vraiment un manque d'équité, c'est les gens qui n'ont pas de réseau cellulaire puis qui n'ont pas l'Internet haute vitesse. Ça, là, l'enfer. Hein, pendant la pandémie, là, pour travailler de la maison, faire tes cours en ligne. On est-tu en retard au Canada ou pas, là? Moi, je connais des gens au Mali qui ont un meilleur réseau. Ça n'a pas de sens. Donc, je ne sais pas si... Allez-y. Le problème au Canada, présentement, avec surtout dans le comté, les problèmes de réseau cellulaire. Au CRTC, la première personne qui est en haut du CRTC, quand tu donnes des licences d'exploitation, tu devrais fournir l'obligation. Les gens devraient avoir l'obligation de brancher les gens. C'est pas ça qui se passe. La personne à la tête du CRTC, c'est un haut dirigeant de TELUS, qui est rendu en haut du CRTC. Cette personne-là est bien plus intéressante à faire monter les actions de TELUS, puis de Bell, puis de Rogers, que de brancher les gens. C'est un gouvernement responsable.
insisterait auprès du CRTC, pousserait le CRTC, mais on octroie des licences, puis on n'oblige pas les gens Je vais à vous brancher. couper, M. Caisse, parce que TELUS est allé jusqu'en Basse-Côte-Nord avec une ligne, puis je peux vous dire que ils n'ont pas fait d'argent là-dessus. Vous pouvez regarder dans les journaux. En fait, TELUS est partout au Québec. Il faudrait connaître un peu son comté et son Québec. Merci beaucoup. Merci à vous quatre pour votre participation à cette portion du débat. On va devoir... Monsieur Caisse, j'ai dit merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter là-dessus pour une pause publicitaire. Au retour, on poursuit notre débat. Vous suivez le débat des candidats aux élections fédérales dans Bécancour-Nicolet-Sorel. Électorale pour les élections du 20 septembre prochain. On amorce le troisième bloc de notre portion débat de ce soir avec le fameux thème de l'économie. Alors, tous les partis ici présents sont unanimes. Les programmes d'aide gouvernementale étaient nécessaires pour aider les citoyens et les entreprises à passer à travers la crise. Certains programmes comme la subvention salariale d'urgence du Canada, la subvention d'urgence pour le loyer, l'indemnité de confinement et la prestation canadienne de la relance économique, la fameuse PCRE, ont récemment été prolongés jusqu'au 23 octobre prochain. D'un autre côté, dans la région, des restaurants doivent réduire leurs heures d'ouverture ou fermer leurs terrasses par manque d'employés. Certains travailleurs ne sont pas au travail en raison de certaines aides gouvernementales, selon certains employeurs. On l'entend aussi beaucoup dans la population. Notre question pour vous aujourd'hui. Que proposez-vous pour non seulement relancer l'économie, mais aussi pour contrer le fléau de la pénurie de main-d'œuvre? Vous avez 1 minute 30 pour répondre et on débute avec Mme Catherine Gauvin. D'accord. Donc, pour relancer l'économie québécoise, je pense qu'il faut continuer à supporter les entrepreneurs qui ont une petite courbe un peu plus lente à revenir, là. Puis, on sait qu'il y a des secteurs qui ont vraiment été durement touchés. Il y a des gens qui se sont reformés dans d'autres choses. On parlait des restaurants, par exemple, parce qu'il y a souvent des retraités qui viennent prêter main forte. Il y a plusieurs personnes aussi qui sont à la retraite assez jeunes. Je pense qu'il y avait des incitatifs aussi qui pourraient être présents là pour pas que les gens soient pénalisés sur leur retraite s'ils veulent travailler à temps partiel, donner un coup de main au niveau des secteurs des services qui sont durement touchés. Au niveau de l'économie aussi, je pense que la partie service en ligne, elle a vraiment besoin là, d'être supportée. Il faut qu'on soit plus présent parce que là, on laisse beaucoup de place à des grosses compagnies internationales, américaines. Il y a eu des efforts là, avec le panier bleu et tout, mais je pense qu'au niveau là, des GAFA, là, c'est vraiment le temps d'aller chercher des sous. Tu fais de la business ici, ben il faut que tu payes des taxes ici. Je sais que c'est un gros sujet, c'est pas simple, Monsieur Plamondon le sait, mais il faut commencer, il faut le faire. Puis aussi là, la fiscalité douteuse là, avec les stepettes comptables, je pense que il faut que tout le monde contribue là, parce que on peut pas juste laisser les travailleurs prendre presque la totalité des frais. Merci beaucoup, Mme Gauvin. On écoute maintenant M. Louis Plamondon. Je pense que le programme PCRE aurait besoin d'être réévalué immédiatement. On l'a prolongé, le gouvernement l'a prolongé jusqu'à la fin presque à la fin d'octobre. Je pense que c'était une mauvaise décision. Il fallait plutôt cibler par exemple la culture. Ça va. Et l'aéronautique, par exemple, dans la région de Montréal, ça serait très important. Il y a différents secteurs comme ça qu'on pouvait le prolonger, mais pas le généraliser. Et c'est ça qui nuit le plus, sans doute, à nos petites entreprises. Il y a une chose aussi qu'on pourrait faire rapidement. Les aînés peuvent retourner sur le travail et gagner jusqu'à 5 000 $, comme travailleurs indépendants ou comme travailleurs dans les usines ou dans les commerces. Et là, je pense que ce montant de 5 000 $, ça n'affecte pas leur supplément de revenu garanti, pourrait être augmenté peut-être jusqu'à 10 ou 15 000 $, pour amener des retraités sur le marché du travail dans des emplois comme ça au niveau du service. Il y a également un nécessaire ménage à faire au niveau de l'immigration en termes de paperasse. Il faut absolument attirer les immigrants hors de Montréal vers chez nous, mais il faut absolument aussi que les entreprises puissent aller chercher des immigrants, par exemple d'Ukraine, en ce qui regarde les mécaniciens puis les soudeurs qui sont excellents, ces gens, mais ça prend de 15 à 18 mois. C'est beaucoup trop long à cause des 2 niveaux de gouvernement. Il faut rapatrier absolument l'immigration au Québec. Merci beaucoup, M. Plamondon. On écoute maintenant M. Yannick Caisse.
Ben moi, c'est la région qui est pour notre région. Avec les années, on a beaucoup perdu d'entreprises. Et puis, cette semaine, je parlais, on va faire du développement touristique. En fin de semaine, on était dans le Carré Royal, dans le centre-ville, puis il y avait un dynamisme qu'on pouvait retrouver de l'époque où on était un peu plus jeune. Si on veut développer du tourisme, le projet que je parlais, c'est, en partant, il faut sortir les camions du centre-ville, les 53 pieds. Les gens se demandaient c'était quoi exactement. J'ai validé auprès de deux ingénieurs ce que c'est pas sorcier. Pour sortir les camions du centre-ville, on va les envoyer sur le quai de Richardson, pas Richardson, mais qui est sur le côté de Saint-Joseph. Et puis, les camions pourraient décharger de l'autre côté. Ça, pourquoi? L'inspiration ça vient des cimenteries, on est capable de faire ça. Mais si on fait du développement touristique, on ne peut pas accepter que les 53 pieds, les mastodontes, côtoient les touristes. Mon gouvernement, en tout cas, moi, je vais travailler en ce sens pour ça. Aussi pour les PME. Les PME, c'est les générateurs d'emplois. C'est eux autres, c'est plus facile de travailler auprès des petites PME que des grandes entreprises. Les grandes entreprises, on a connu ça dans les années 60, mais aujourd'hui, c'est les petites PME qu'il faut développer. Merci beaucoup, M. Kess. On écoute maintenant Mme Nathalie Rochefort. Ouais, nous avons été en action pour soutenir les Canadiens durant la pandémie. Mais soutenir les Canadiens, c'est aussi leur donner les possibilités d'accéder à un emploi. Dans la vraie vie, j'ai agi durant la dernière année et demie en mettant en place un site web permettant aux entrepreneurs d'annoncer gratuitement leurs offres d'emploi auprès d'immigrants, de gens qui, je parle d'immigrants, mais au sens large du terme, des gens qui sont coincés à Montréal, dans un 3,5, dans un 4,5 pour venir s'installer sur le territoire. Venir s'installer dans Bécancour, Nicolet-Sorel. J'ai des placements de fait. Même Louis peut en témoigner. Lors d'un événement à Danac, il y a une semaine et demie, on a eu une douzaine de personnes qui sont descendues de Montréal pour visiter la région et qui ont eu un coup de cœur. Résultat des courses, 2 CV d'enseignants qui veulent sortir de Montréal et s'en venir s'installer pour contribuer à l'éducation. Ça, c'est la vraie vie. C'est pas juste de mettre en place des programmes, c'est d'avoir des élus qui sont en action, qui travaillent en partenariat. Je fais pas ça tout seul, là. Je fais ça avec des partenaires comme les Carrefour Jeunesse Emploi. Je fais ça avec des partenaires qui s'occupent d'intégrer l'immigrant, l'humain. Parce que la personne qui fait le choix de venir ici, là, c'est pas juste un travailleur, c'est d'abord avant tout un humain. La relance des entreprises. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contrer la pénurie de main-d'œuvre? On investit aussi en formation. Oui, c'est de la relève en bonne partie du provincial, mais on contribue, on collabore avec le gouvernement du Québec aussi en ce sens-là. Merci beaucoup, Mme Rochefort. Vous allez pouvoir continuer parce que c'est vous qui avez été tiré au sort pour poser la prochaine question au candidat de votre choix. Vous avez 30 secondes pour le faire. Louis, dans ton exercice comme député, je présume que tu as beaucoup de personnes qui viennent te voir avec des différentes problématiques liées à l'emploi. Je ne parle pas des entrepreneurs, mais qu'est-ce qui aiderait nos gens qui veulent retourner sur le marché du travail à aller travailler? C'est souvent la compétence. Lorsqu'on parle de la grande entreprise, j'ai des gens qui viennent à mon bureau, par exemple, qui voudraient bien travailler à Ferré-Titane, qu'on appelle maintenant Rio Tinto, ou dans des grandes usines, mais qui n'ont pas la formation ou la qualification de secondaire 5 ou même d'un cours de cégep pour plusieurs métiers. Alors ça, c'est le gros handicap, mais ce que j'ai le plus à mon bureau, c'est drôle, c'est des entreprises qui m'appellent puis qui me disent, si jamais quelqu'un se cherche un emploi, j'en ai grandement besoin. Donc, c'est pas tellement des entreprises qui se développent qu'on a besoin, c'est des employés pour combler ce qui est en demande dans notre comté. Par exemple, on a une trentaine de soudeurs qu'on pourrait engager immédiatement dans la région Sorel-Tracy et ils ne sont pas disponibles. Donc, aussi peut-être diriger davantage au niveau éducatif, mais ça, c'est provincial, les gens moins vers l'université que vers la formation professionnelle. Merci beaucoup, M. Plamondon. Mme Rochefort, vous avez 30 secondes pour répliquer ou être d'accord. Donc, merci, Louis. Je suis pas mal d'accord avec toi. C'est ce que je vis à la Chambre de commerce. Ce que je vis aussi à la Chambre de commerce, c'est des employeurs qui sont heureux de voir qu'ils peuvent avoir accès à de la formation en entreprise, qui vont pouvoir permettre de qualifier des gens. Et comme je disais, pour qualifier, pour recruter du monde, je ne suis pas trop pire là-dessus, c'est que si tu as des employeurs qui cherchent des employés, tu me les enverras. C'est complet? C'est complet.
D'accord, on entre dans la portion débat de cette question-là, de l'économie et surtout, ce qu'on a demandé, donc, comment relancer l'économie et contrer le fléau de la pénurie de main-d'œuvre. Vous avez 3 minutes 30. Peut-être que vous aurez envie de reprendre où vous aviez laissé tout à l'heure. Moi, je peux dire quelque chose à Nathalie. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes immigrants de deuxième génération qui ne connaissent absolument rien des DEP, qui connaissent pas tous les beaux programmes techniques que vous offrez en région, même si vous êtes vraiment pas loin, là. Puis je suis sûre qu'il y aurait tout plein d'intérêt parce que à Montréal, le 3/4 des gens pensent qu'un DEP, c'est coiffeuse, en cuisine, tu sais, c'est ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Catherine. J'en suis parfaitement consciente. J'ai une fondation, j'accueille 1000 immigrants par année, donc je commence à être un peu familière avec le sujet. Mais au-delà, oui, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Mais une copine africaine m'a remarqué, Nathalie, dans mon pays, d'où je viens, un village, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Donc, les préjugés, c'est des deux côtés. C'est qu'on a beaucoup d'éducation à faire pour attirer les gens. Et je pense qu'en faisant aussi la promotion de nos super programmes d'éducation, comme le Cégep de Sorel le fait, très bien, on attire des gens à venir étudier ici. Après ça, notre défi, nous, comme personnes, comme élus, c'est de travailler avec la collectivité pour les garder sur notre territoire, pour qu'ils se trouvent des jobs, qu'ils s'achètent une maison, qu'ils aient des enfants. Au niveau là, de certains articles là, sur la façon dont on accueillait au niveau du logement et de tous les autres éléments afférents à l'emploi lui-même. Et c'était pas des conditions magnifiques. Et je suis inquiète, tu sais, parce que je me dis, si on veut attirer les gens à l'extérieur de Montréal, souvent leur famille est là, c'est quand même assez compliqué. Ils savent pas s'ils veulent, ils n'ont pas encore commencé les études. Tu sais, si on avait un mode coopératif ou des logements avec comme une espèce Ça existe, mais c'est à géométrie variable en fonction des MRC, en fonction des régions. Nous, on est chanceux sur le territoire de Bécancour, Nicolet-Sorel. On a cet accueil-là. On a des gens qui font de l'accompagnement, qui vont aller jusqu'à inscrire les enfants à l'école. Ils vont accompagner les gens pour aller chercher leur carte d'assurance sociale, d'assurance maladie. Donc, on va les accompagner dans toutes leurs sphères de leur vie. Mais en plus, on va s'assurer qu'ils ont une vie sociale parce que, je rappelle, c'est un humain qui s'en vient ici, là. C'est pas juste un travailleur. C'est qu'il faut qu'il se fasse des amis. Il y a beaucoup aussi de programmes qui peuvent être intéressants, comme amener les nouvelles familles immigrantes en camping, dans la nature, en forêt. Ils sortent presque pas de Montréal. Il y a des jeunes qui ont jamais sorti de Montréal. Oui, ben, c'est ça, c'est vraiment les OBNL, c'est des amis. Tout ce qui est coopératif de solidarité, c'est des amis. Faut investir pour essayer d'aller chercher des nouvelles façons d'accueillir, d'ouvrir les horizons, de faire de l'éducation populaire pour faire en sorte que ce soit attractif puis intéressant puis que les gens aient envie d'essayer ailleurs qu'à Montréal. C'est ce qu'on fait actuellement, puis ça marche bien, je te dirais. Super. Mon Dieu, il n'y a pas de débat. Non, mais il n'y a pas de débat. Sauf que je trouve louable qu'est-ce que votre approche. Parce qu'on est dans mais on a vraiment besoin d'entreprises aussi. Dans mon domaine, je vois beaucoup là, les gens arrivent de la rive sud de Montréal, viennent demeurer à Sorel. Ils prennent l'autoroute 30, ils vont dépenser à l'extérieur. Ils viennent à Sorel juste pour dormir. Ça prend des entreprises, puis il faut être capable d'avoir des programmes puis attirer des entrepreneurs, c'est ça. On a quand même de belles entreprises. Et moi, je disais que ici, pour qu'est-ce qu'il y en est de Sorel, on a fait des bateaux de guerre. On doit être capable de faire des canots, des kayaks, des choses comme ça. Alors, faut mettre l'épaule à la roue puis attirer les gens. Merci beaucoup. On va voguer vers la prochaine pause. On s'arrête quelques instants. On se retrouve dans quelques instants avec... non, on va changer de sujet au retour. Vous suivez le débat des candidats aux élections fédérales dans Bécancour, Nicolet-Sorel. Tracy pour déjà le 4e bloc de la portion débat de notre soirée, dont le thème est l'environnement. Le développement durable a déjà été une marque de commerce de notre région. L'équilibre entre l'écologie et l'économie est un thème récurrent lors de nos débats. Des projets, dont certains de grande envergure, ont récemment été abandonnés pour des considérations environnementales. Parmi ceux-ci, GNL Québec au Saguenay, qui devait générer 6 000 emplois directs et indirects. Notre question pour vous, si un projet à fort impact sur l'environnement, mais à grande promesse économique, était envisagé sur le territoire de Bécancour, Nicolet-Sorel, quelle serait votre position?
Chaque candidat a 1 minute 30 pour répondre et le hasard a voulu que l'on débute avec Mme Nathalie Rochefort. Bien, nous avons déjà des projets de grande envergure sur le territoire de Bécancour-Nicolet-Sorel qui ont un impact environnemental important. Je fais référence ici à l'usine qui va être en développement d'hydrogène verte. Ça va être une première au Québec. C'est un projet qui est exportable dans d'autres régions aussi. Donc, ça va permettre d'avoir une économie plus verte, une économie plus porteuse d'avenir pour la jeune génération qui s'en vient. C'est clair que chaque dossier, je suis pas une spécialiste en environnement, j'ai tendance, moi, à être toujours à l'écoute et à être sur le terrain, à consulter puis à écouter, oui, les experts, il faut les écouter, mais en même temps, écouter les préoccupations des citoyens pour être capable de ramener les questions aux fameux analystes et pouvoir arriver avec une position pas toujours consensuelle, parce que la politique, oui, c'est peut-être l'art du consensus, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions qui sont pas toujours faciles, mais on doit aller de l'avant. Je ferai un parallèle avec d'autres entreprises qui sont installées sur le territoire. Je regarde du côté de Bécancour, on a une entreprise qui s'appelle Pure Sphera, qui recycle les frigos, les airs climatisés, qui leur permettent d'avoir une nouvelle vie et qui permet d'éviter des rejets de mousse polluantes de toutes sortes dans l'environnement. Donc, ça, c'est une part. Mais une chose qui est importante, c'est que je vais m'assurer qu'on va mettre à jour les indicateurs sur lesquels se basent nos scientifiques, se basent nos politiciens pour pouvoir prendre des décisions, indicateurs qui sont malheureusement qui ont été coupés. Merci beaucoup, Madame Rochefort. Donc, toujours sur l'équilibre entre l'économie et l'écologie. On écoute maintenant Monsieur Louis Plamondon. C'est certain qu'une usine polluante, ce serait non. Moi, je pense qu'on est à l'époque là, de privilégier la protection de la planète. Mm-hmm. Et dans ce sens-là, les lois au Québec sont plus restrictives que dans n'importe quelle autre province, puis les règlements municipaux également. Et ça, là-dessus, au gouvernement fédéral, on a une bataille à mener, je pense, pour que ça soit respecté, ces règlements-là. Je donne l'exemple d'un aéroport qui devait se construire dans la région dans le comté de Portneuf, dans la région de Donnacona, et Québec s'y opposait, de même que la municipalité, par ses règlements municipaux, et Ottawa a dit c'est notre juridiction, puis ils l'ont construit quand même. Cela, il faut absolument qu'il y ait un respect des juridictions provinciales et municipales par le gouvernement fédéral. Pour ce qui est de toute entreprise qui viendrait s'installer, on doit privilégier, bien sûr, comme tu l'as dit, Nathalie, des entreprises qui respectent l'environnement au point, avec le dernier rapport sur le climat, on n'a plus le choix de faire un tournage majeur, non plus vers le pétrole, mais vers de nouvelles façons de vivre, en fait. Et cela, dans ce sens-là, je pense qu'il faut instaurer une péréquation verte. Hein? Les provinces qui reçoivent de la péréquation ou qui n'en reçoivent pas à l'heure actuelle pourraient en recevoir s'ils agissent de façon plus verte. Et cela, c'est à débattre. Comme aussi, il pourrait Merci y beaucoup. avoir... Merci beaucoup, M. Plamondon. Gardez-vous-en pour la portion débat. Ah, l'avalon encore. Je vais inviter maintenant M. Yannick Caisse à s'exprimer là-dessus. Pour répondre à votre question exactement, une nouvelle entreprise, si je fais référence, mettons, à l'usine de Port-Daniel, que le chef, M. Plamondon, a été au ministère de l'Environnement à l'époque, on fait tout le temps miroiter les emplois, qui étaient pour avoir 450 emplois. Il y en a à peu près 150. C'est l'usine la plus polluante dans l'Est du Canada. À votre question, sur ça, je suis d'accord avec M. Plamondon, c'est non. Il faut penser aux générations futures. Présentement, à l'heure actuelle, on a consommé, la planète a 2 milliards d'années. Dans les 150 dernières années, on a consommé 50% des ressources naturelles. La journée qu'on va avoir pris la dernière goutte de pétrole, le dernier poisson, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les Premières Nations, on va leur dire comment vous avez fait, vivre pendant 10 000 ans sans ces ressources-là. Faut réfléchir aux prochaines années. C'est tout projet, ça passe par l'acceptabilité sociale, mais faut pas se faire remplir avec des promesses d'emploi qui ne viendront jamais. Merci. Merci beaucoup, M. Caisse. On écoute maintenant Mme Catherine Gauvin.
Donc, l'environnement, pour moi, c'est une priorité. La protection du fleuve aussi. C'est sûr que ça demande de la créativité. Il faut sortir de l'espèce de schème de pensée de la facilité. Il y a des projets qu'on nous met comme étant intéressants, mais le NPD a un plan pour une espèce de BDC qui est comme une banque pour l'investissement vert. Personnellement, moi, j'en ai un petit REER, puis tu sais, quand j'essaie de voir c'est quoi les options vertes, ben il n'y a pas grand-chose. Fait que je pense qu'il y a de l'espace pour ça. Puis ça peut aider notre économie. Puis ça peut permettre aussi aux grappins industriels de réussir à ça permet de mettre des normes, ça permet de mettre des atteintes d'objectifs, d'installer une nouvelle usine. Et ça se fait, là, il y en a un projet à Michel Dessein, là, où est-ce qu'ils veulent faire toute la flotte électrique, même avec des gros camions de mines électriques. Donc, c'est possible d'être innovateur. Je pense qu'il faut juste aider les entrepreneurs à y arriver, puis supporter les projets où est-ce qu'il y a une réelle volonté. C'est complet? Oui. Ben, vous allez devoir continuer un peu pour poser une question au candidat de votre choix à propos de l'environnement. Vous avez 30 secondes pour poser votre question. Je vais poser ma question à Yannick. Yannick, au niveau de l'environnement, là, les conservateurs, c'est vraiment difficile. On sait que il y a beaucoup de gens qui sont climato-sceptiques. Pourtant, on voit là, les feux de forêt, les inondations. En veux-tu des exemples? Là, cet été, c'était tout plein. Là. Comment est-ce que vous allez faire pour réussir à plaire à tous ceux qui sont centristes puis qui sont pour la protection de l'environnement, mais en même temps, à votre base, qui est climato-sceptique puis qui n'y croit pas? Je crois que des climato-sceptiques, il y en a dans toutes les partis, peut-être plus vers l'ouest. Mais la raison pourquoi j'ai été au Parti conservateur, vous avez vu, pour moi, l'environnement, c'est important. Être sur le côté du Parti vert, être dans l'opposition, qu'est-ce que je pourrais changer? J'aime autant être assis auprès du Parti conservateur avec les gens de l'Ouest, puis s'il faut, je les convaincre un à un de l'importance, je vais les convaincre un à un. C'est ça qui est le défi. C'est pas en criant des bêtises à l'Ouest canadien qu'on va sortir du trouble, là. On a peut-être on a des problèmes de pollution ici au Québec. La pollution n'est pas plus belle au Québec que dans l'Ouest canadien. Madame Gauvin, vous avez 30 secondes de droit de réplique. C'est sûr qu'ici aussi, on a des gros VUS, mais on a moins de F-150, je crois. Mais au niveau des objectifs du développement durable, l'ONU avait demandé qu'on trouve des indicateurs pour pouvoir démontrer la progression du gouvernement au niveau de l'atteinte des objectifs là, par rapport à Kyoto, Paris, etc. Et c'est très difficile parce que les conservateurs n'ont pas fait de recensement pendant des années. Alors, on a des indicateurs tout croche, là, avec des gros trous. Est-ce que vous êtes pour le recensement? Le recensement, oui. C'est peut-être de quoi corriger. Mais si on revient à l'environnement, les gaz à effet de serre, dans les dernières années, ça n'a pas baissé. Puis pourtant, c'est les libéraux qui étaient là. On avait quelqu'un chez les libéraux, M. Guilbeault, quelqu'un qui une sommité, point de vue environnemental. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. On a acheté un oléoduc pareil. Il faut prendre conscience. Il faut mettre son poids. Il faut les convaincre, les gens. C'était défini, c'était travaillé. Juste ajouter qu'on est dans la portion débat, donc les quatre peuvent... Donc, OK. Oui. Donc, Yannick, ce que Catherine essayait de te dire, c'est que le gouvernement conservateur a coupé d'un scientifique au Canada. Donc, ils ont eu moins de scientifiques pendant près d'une décennie, ce qui a amené une espèce de trou noir de données. Donc, pas moyen d'analyser, de se comparer avec des chiffres réels. Donc, on dit les GES n'ont pas bougé vraiment, ça a peut-être augmenté, mais il n'y a pas vraiment de comparatif, malheureusement. Les stocks de poissons, les décomptes de plantes indigènes exotiques, il y a plein d'affaires. Là. Le recensement, Yannick, c'est pas seulement le recensement des questions qu'on pose aux humains, c'est tout le data scientifique qui nous permet de mettre en place de meilleurs programmes et que ton parti a coupé. Et je suis inquiète avec ta gang, là. C'est avec ta gang de climato-sceptiques, ils sont vindicatifs, là. C'est vrai quand même que j'étais déçue que Stephen Guilbeault, je le connais depuis longtemps, pas personnellement, mais c'est quelqu'un que j'ai toujours un peu admiré quand j'étais plus jeune, se ramasse à la culture. J'étais comme surpris. Oui, mais il était à prendre la job.
Ne parlez pas de vos amours, là. Mais non, mais c'était un militant environnemental. Oui. Puis j'ai été surpris qu'il se ramasse à la culture. Pour l'avoir vécu. Le problème présentement, là, avec on fixe des données. Au niveau des subventions, là. Attends, juste un petit instant. Oui, excuse, vas-y. Le problème présentement, c'est que c'est les objectifs qui se fixent. Que ce soit les libéraux, c'est beaucoup trop élevé. C'est comme si on disait... On n'a pas le temps d'attendre. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que à force d'attendre, le feu, il est déjà là. Je vais faire un portrait bien simple. Oui. On budget, on dit aux enfants, on va aller à Walt Disney cette année. 1 000 $ par mois, on va se mettre de côté. On arrive à la fin de l'année, on était juste capable de mettre 500 $ par mois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prolonger d'une année, on va remettre le voyage à 2 ans. Alors, il faut arriver avec des normes réalistes, mais il faut user de l'affaire, là, c'est une chose qu'on pourrait faire, c'est de stopper les subventions pour les énergies fossiles. Écoutez, vous disiez tout à l'heure, M. Keyes, que toutes les provinces polluaient. Saviez-vous que seulement pour les industries fossiles, eh bien, c'est 38% des gaz à effet de serre. Donc, ça se situe où, ça? Les sables bitumineux, c'est en Alberta. Et il n'y a aucune intention de ces gouvernements provinciaux d'agir, mais si on coupe les subventions, mais ça aiderait toujours à ralentir. En effet. On nous a la production actuelle pour vivre avec le pétrole, on en a besoin, mais arrêtons de continuer de développer en vue de l'exportation, en plus. En fait, Louis, c'est que tu as raison, mais ça peut pas, comme tu le dis, se faire du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on le fait étape par étape. Et on avait comme objectif d'éliminer les subventions aux énergies fossiles en 4 ans. On a réduit ça à 2. À suivre. Merci beaucoup. Merci à vous 4, encore une fois, sur ce débat sur l'environnement. On va s'arrêter encore une fois pour une petite pause. On se retrouve dans quelques instants avec la suite. Vous suivez le débat des candidats aux élections fédérales dans Bécancour, Nicolet-Sorel. Poursuivons avec notre 5e bloc du débat de ce soir, dont le thème est la santé, souvent considérée comme étant de juridiction provinciale. Or, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux se partagent les rôles et les responsabilités en cette matière. Si les provinces fournissent la plupart des soins, le gouvernement fédéral est, quant à lui, responsable de l'établissement de normes nationales pour le système de santé au moyen de la loi canadienne sur la santé, ainsi que du soutien au financement des services de soins de santé provinciaux et territoriaux. On l'a dit plusieurs fois, le monde a beaucoup changé depuis la dernière élection. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 11 mars 2020 que l'éclosion de COVID-19 était devenue une pandémie. Le Canada n'a pas été épargné. Plus de 27 000 morts et 1,5 million de cas, dont 36 000 actifs aujourd'hui, et ce sont les chiffres réellement d'aujourd'hui. Après des mois de mesures sanitaires, les enjeux sont maintenant la vaccination et le passeport vaccinal, dont quelques provinces se sont dotées. D'ailleurs, nous tous ici avons présenté notre passeport vaccinal pour participer à l'événement d'aujourd'hui. Notre question a 2 volets pour vous ce soir. La très grande majorité des patients hospitalisés étant des gens non adéquatement vaccinés. Jusqu'où le Canada devrait-il étendre la vaccination obligatoire et à quelle hauteur votre parti s'engage-t-il à augmenter les transferts en santé aux provinces une fois au pouvoir? Chaque candidat a 1 minute 30 pour répondre et le hasard a voulu que l'on débute avec Mme Catherine Gauvin. OK. Alors, bien sûr, la santé, pour moi, c'est c'est une compétence provinciale, mais au niveau fédéral, on a quand même une loi qui est le droit, la loi canadienne sur la santé, qui nous demande d'avoir une gestion publique responsable, de répondre à certains critères. On parlait beaucoup de normes dans les médias. Mais les normes, il y en a déjà. Il y a une norme qui s'appelle Agrément Canada, qui s'assure que tous les endroits où il y a des patients qui sont hospitalisés respectent certaines normes. Puis, il y a comme plein d'éléments qui sont obligatoires si on veut pouvoir avoir une note de passage. Puis sinon, il faut faire des redressements et tout. Je pense que cette norme-là, elle est beaucoup utilisée partout dans le public, même certaines institutions privées. Au niveau du NPD, même si c'est une compétence provinciale, il y a quand même des manquements. On voit de plus en plus de personnes âgées qui ont des chutes à la maison, qui vont avoir des accidents de voiture parce qu'ils n'ont pas
ils n'ont pas révisé leurs lunettes parce qu'ils n'ont pas les moyens ou ils ont juste un petit peu trop de revenus pour pouvoir y avoir le droit gratuitement. Il y a beaucoup de jeunes qui attendent parce qu'ils veulent pas payer le 80 $ de frais pour avoir un examen optométrique. Ensuite, on a aussi plein de personnes qui ont pas de soins dentaires. Puis ça fait des valves, ça fait des espèces de valvulopathies au niveau du cœur. Puis ça fait des grosses hospitalisations. Il y a plein d'affaires où est-ce que tu dis, OK, c'est dans de la prévention, c'est de la santé aussi. Merci beaucoup. Merci, Mme Gauvin. On va maintenant écouter M. Yannick Caisse. Mais pour la santé, M. Auto a annoncé qu'on pourrait verser 60 milliards pour les 10 prochaines années à la province du Québec. Et puis, pour la santé, ben, il y a des choses qui me tiennent à cœur. C'est qu'on va passer à 52 semaines pour les gens qui sont atteints de maladies graves. Fait que ça, c'est quelque chose d'important pour moi. On voit des gens, des femmes ou des hommes qui sont atteints de maladies qui ne peuvent pas aller travailler, qu'ils sont pris à payer le maison, les épiceries, les hypothèques, et puis ils sont sans ressources. Là, notre programme va monter à 52 semaines. Pour la santé mentale aussi, on va avoir une assurance pour investir pour la santé mentale aussi, à même titre que les cancers, maladies du cœur. La santé, ben, c'est une chose qui est importante. Merci. Écoutons maintenant Mme Nathalie Rochefort. Bon, nous avons agi déjà en matière, et nos positions sont claires. Nous sommes pour passeport vaccinal, vaccination pour tous les employés fédéraux. Mais on est aussi pour la vaccination obligatoire. Vous voulez voyager? Vous voulez prendre l'avion? Vous voulez aller en croisière? Vous voulez prendre les trains? Un bateau? Ben, vous devez être vacciné. Vous voulez rentrer au Canada comme visiteur, ou comme touriste, ou pour immigrer? Vous devez être vacciné. C'est clair, c'est précis. Donc, pour le vaccin, je pense que c'est assez clair comme position. On ne peut pas en dire autant de tous les partis. Mais ça, je vous laisse décider en vos âmes et consciences. Qu'est-ce que vous en voulez? Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de la sécurité publique. Donc, comment nous, comme citoyens, allons pouvoir retrouver une vie à peu près normale, puisque notre normalité va avoir changé. Donc, en matière de transfert en santé, on l'a annoncé, on va investir pour soutenir les gouvernements de tout le Canada. Mais ce qu'on a moins mentionné aussi, ce qu'on a moins parlé dans les médias, c'est que le gouvernement canadien du Parti libéral va investir des fonds supplémentaires en recherche sur les effets du COVID-19. C'est important d'apprendre parce que tout ce qu'on va avoir vécu avec ce fameux virus, cette fameuse pandémie qui nous a coûté des milliers de vies de personnes chères, oui, de la COVID, mais aussi du suicide, je tiens à le rappeler, il faut étudier ces phénomènes-là pour ne pas répéter les erreurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Rochefort. On écoute maintenant M. Louis Plamondon. Au niveau de la santé, notre programme est très clair et les demandes du Québec sont très claires et M. Legault les a répétées en conférence de presse cet après-midi encore. Ce qui est de juridiction du Québec, c'est sacré, la santé puis l'éducation. Et dans ce sens-là, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fédéral s'obstine continuellement, et les partis politiques fédéraux, comme les conservateurs, comme le NPD, le font également en mettant des normes. Par exemple, le NPD, lui, met des normes nationales. Les normes nationales dans tout, on veut par exemple, au niveau des médicaments, alors qu'on a déjà cette assurance-là au Québec. Donc, et les conservateurs disent, on va faire une négociation, mais ne s'engage pas à transférer ce que toutes les provinces demandent, tous les premiers ministres demandent, c'est l'augmentation des transferts en santé. C'est la chose la plus importante. C'était 50% quand Paul Martin est arrivé comme ministre à Ottawa. Il a baissé ça à 25%, c'est rendu à 22%. Donc, les besoins sont au Québec et dans les provinces, et l'argent se ramasse à Ottawa. Le directeur du budget a d'ailleurs déclaré que si on continue de la même manière, le Canada regorgera d'argent et les provinces seront en faillite. C'était sa conclusion pour les 20 prochaines années. Donc, ce qui est Merci beaucoup, M. Plamondon, mais je vous laisse la parole parce que c'est à votre tour de poser une question au candidat de votre choix à propos de ce dont on est en train de parler. À propos de cela. Alors, je vais poser une question à mon ami Yannick, M. Caisse,
qui voudraient bien être au pouvoir. Mais avant d'être au pouvoir, je vais vous poser une petite question. Supposons que vous seriez élu le 20 septembre et que vous seriez dans l'opposition. Vous ne serviriez à rien, là, selon ce que vous voulez. Vous dites toujours que l'opposition ne sert à rien. Est-ce que vous transféreriez votre siège et vous rendre siéger avec les libéraux pour être au pouvoir? Ou est-ce que vous démissionneriez pour vous en aller chez vous? Sans doute que vous resteriez. Et le rôle de l'opposition, mon père disait toujours que une bonne opposition fait un bon gouvernement. Et sur la santé, M. Plamondon? Sur la santé, ce que nous demandons, c'est un transfert, comme l'ensemble des premiers ministres des provinces le demandent, de monter ça à 38 % sur une négociation sur 5 ou 6 ans. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire à votre chef d'agir ainsi? C'est comme un environnement. Si je vais là, c'est parce que je veux avoir un impact. Je pense que on s'en va vers, je ne peux pas dire une victoire encore, mais ça va bien. Peut-être minoritaire. C'est vrai que qu'est-ce que vous dites, ça peut faire des gouvernements forts, ça négocie serré, mais c'est bon pour l'ensemble de la société. Oui, c'est tout. D'autres questions pour tantôt. Donc, on va entrer dans notre portion débat, 3 minutes 30 pour parler de ces questions-là. Donc, transfert aux provinces, oui, je suis d'accord avec toi, on doit les augmenter. Par contre, évidemment, il n'y a pas un gouvernement canadien qui va faire un chèque comme ça juste pour dire on te transfère de l'argent, fais ce que tu veux. Il y a quand même des paramètres. Vous voulez dire que le Québec est incompétent pour gérer la santé? Il y a une loi canadienne sur la santé. Louis, tu la connais parfaitement mieux que moi. Je pense que j'ai beaucoup d'amis dans ma chorale avec la moyenne d'âge de 60 ans et plus qui ont eu à payer des 500 $ pour des petites fioles de médicaments qui en valent 50 pour se faire une petite injection dans un genou. Fait que oui, ça prend quand même des garde-fous. Puis il faut s'assurer que un contrôle la santé du fédéral reste sur le Québec. Ben, en fait, il y a la loi canadienne. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'iniquité entre les Canadiens. C'est pas vrai que les gens en Nouvelle-Écosse ou les gens au Nunavut auront moins d'accès à des services de santé ou de moindre qualité. Idem pour le Québec. On l'a vu avec la pandémie. La pandémie a été mieux gérée dans d'autres provinces qu'au Québec dans certains cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, bordel, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on a fait? On doit avoir des normes, on doit s'inspirer des meilleures pratiques, peu importe où elles sont. C'est pas seulement au Québec qu'il y a des bonnes pratiques, il y en a ailleurs. Écoutez, Ottawa n'a pas un hôpital qui gère. Tout ce qu'il y a, c'est des fonctionnaires à Ottawa qui réfléchissent sur différents programmes de santé qui soutiennent la recherche, par exemple, au niveau international et au niveau universitaire. Ça, on n'a jamais dit qu'on s'y opposait, mais l'ensemble de la juridiction de la santé relève du Québec. Et le Québec fait bien ses affaires, fait très, très bien. On va écouter M. Kayse. Pas de leçon à recevoir de personne. M. Kayse. J'aurais une question pour Mme Rochefort. C'est simple. Moi, je suis vacciné. J'ai mon passeport. Mais je voudrais juste savoir... on a un coming out d'un candidat vacciné chez les conservateurs. Je voudrais juste savoir. On reçoit les touristes. Qu'est-ce qu'on fait avec les touristes américains, européens qui vont dans les restaurants? Je pense que vous n'avez peut-être pas entendu. Dès le début, j'ai mentionné que c'était vaccin obligatoire pour tous. Ceux qui veulent rentrer, voyager. Pas seulement les Canadiens qui veulent sortir du pays, mais ceux qui veulent rentrer au Canada, ils doivent avoir un vaccin. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'ils vont arriver dans des restaurants puis ils vont se buter? Ça a été expliqué dans les médias déjà. Ils ne peuvent pas rentrer au Canada s'ils n'ont pas de passeport. C'est ça. Et puis ils ont une preuve de vaccin. Exact. Ouais, mais c'est là. Comme qu'on a. Moi, j'ai eu des vaccins. Non, mais il y a une preuve. Ils ont une preuve. Ah, OK. Ils ont une preuve de vaccination. C'est ça. Oui. Donc, ils en ont besoin pour rentrer au Canada. C'est même au restaurant. Donc, s'ils arrivent avec leur passeport, ça veut dire qu'ils sont rentrés au Canada légalement en ayant une preuve de vaccination. J'aurais aimé ça parler de santé mentale puis de la crise des opioïdes parce que c'est vraiment alarmant. Peut-être que vous n'aviez pas cet enjeu-là ici. C'est correct. C'est juste santé mentale et agriculture ici, Catherine aussi. Santé mentale. Hein. Je sais qu'il y a des travailleuses de rang maintenant. C'est merveilleux, toutes ces choses-là. Moi, ça me fascine. Je trouve ça très bien. Mais je voudrais juste dire, les normes en santé, ils étaient là. Le NPD n'a jamais été au pouvoir, donc c'est pas nous qui les avons instaurées. Puis il y a des raisons pourquoi ils sont là. On travaille très fort pour bien passer nos probations avec Agrément Canada et ça nous secoue toujours un peu. Puis on travaille fort. Pour la santé, il y a une chose que j'écoutais le débat fédéral cette semaine. Il y a une chose que j'ai pas aimé. Souvent, les choses dans les débats, c'est pas approfondi. Mais quand je voyais M. Trudeau, tout le temps
dire qu'on avait un système de santé au Canada, au Québec à 2 vitesses, le privé et le public. Merci beaucoup. Merci, M. Caisse. À 3 vitesses, dans le fond. Merci, M. Caisse. C'est tout le temps qu'on a pour ce bloc-ci. On va se reprendre dans quelques instants. On se retrouve de l'autre côté de la pause. Vous suivez le débat des candidats aux élections fédérales dans Bécancour-Nicolet-Sorel. De retour au cégep de Sorel-Tracy pour la suite et presque la fin de notre débat. En fait, on va entrer dans le dernier bloc de débat comme tel avec un thème qui est très important dans la région, l'agriculture. Alors, dans les dernières années, les agriculteurs ne l'ont pas eu facile avec les aléas de la nature, notamment avec la sécheresse de 2020 qui a entraîné d'importantes pertes pour plusieurs d'entre eux. Plusieurs ont aussi dû attendre longtemps les compensations relatives aux brèches dans la gestion de l'offre observées dans les plus récents accords de libre-échange. Par ailleurs, avec la pandémie, jamais a-t-on autant fait état de l'importance de se nourrir localement ainsi que de l'autosuffisance alimentaire. Notre question pour vous ce soir. Considérant que notre territoire, le territoire de la MRC de Pierre de Sorel, est à 90% agricole, que ferez-vous concrètement, comme député, pour aider les agriculteurs de la région? Chaque candidat a 1 minute 30 pour répondre et on débute avec Mme Nathalie Rochefort. Bon, d'abord et avant tout, qu'est-ce qu'on va faire pour aider les travailleurs agricoles? On va aider à l'innovation parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, des agriculteurs qui sont actuellement axés sur l'innovation, qui veulent développer leur... j'aime pas ça dire leur business. Je parlerais plutôt d'agro-environnement. Leur marché. Leur marché, merci Yannick. Donc, on veut investir 200 millions pour le développement de meilleures pratiques en matière agricole. Ça va permettre d'aborder de nouveaux sujets, mais ça va permettre de développer les cultures de couverture, la meilleure gestion de la jotte, les pratiques de rotation des cultures. Donc, on va tripler le financement en termes de technologie. Mais ce qui va être surtout important pour aider les entrepreneurs agricoles, c'est qu'on va travailler on va investir dans nos relèves, parce qu'on a de plus en plus de nos entrepreneurs, de nos agriculteurs qui sont vieillissants. La relève d'entreprise est un défi majeur. On veut, oui, supporter le développement de l'agriculture, mais on veut aussi s'assurer que ces terres-là restent possession de gens d'ici qui vont vivre dans nos territoires, que ce soit dans la MRC Pierre de Sorel ou Bécancour, Nicolet-Yamaska. On veut que ça reste des possessions d'ici. C'est pour ça qu'on travaille très fort en étant à l'écoute, notamment avec le FRAC, donc la Fédération pour la relève agroalimentaire au Québec. Donc, c'est vraiment un travail sur le terrain, mais dans un long terme. Merci beaucoup, Mme Rochefort. On va écouter maintenant Mme Catherine Gauvin. L'agriculture, c'est vraiment touché beaucoup par l'environnement. Donc, les pluies diluviennes, d'un seul coup, pas de pluie pendant 1 mois et demi. Le NPD s'est engagé à aider les agriculteurs à les supporter, des subventions, la protection de la gestion de l'offre. Il y a des façons aussi de les aider à électrifier, essayer d'améliorer. Peut-être aussi, là, on a eu des gros enjeux au niveau agronomique là, avec les pesticides qui sont peut-être un peu surutilisés. On se demande ce qui se passe à Ottawa au niveau du ministère. Pourquoi est-ce qu'on a peur de manger nos Raisin Bran avec les pesticides? Là? Donc, puis aussi, tu sais, les marchés, là, comme là, on a plein de fraises là, qui sortent partout en même temps. Là, ben, tu sais, il y a comme des méthodes de conservation ou de transformation qu'on peut essayer d'aider. Il y a tout le mode coopératif aussi qui est vraiment compliqué en ce moment avec Ottawa. Ils n'ont pas l'air de comprendre c'est quoi une coopérative, c'est une entreprise, c'est une OBNL. Non, c'est une coopérative, puis c'est quelque chose de vraiment positif dans les communautés. C'est important que ce soit reconnu, facilité, encouragé. C'est les jeunes qui veulent racheter la terre familiale, le parent a besoin d'aller ailleurs, il a besoin d'un revenu. C'est difficile. Je pense qu'il faut essayer de trouver une façon là, de garder les terres chez nous, puis aussi d'éviter l'étalement urbain dans des bonnes terres agricoles. Merci beaucoup, Mme Gauvin. On va maintenant écouter pendant 1 minute 30 M. Louis Plamondon. Au niveau de l'agriculture, j'avais déposé un projet de loi sur la protection de la gestion de l'offre. C'est que nous sommes encore en négociation avec des pays comme le Chili, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, le Venezuela et l'Angleterre. Donc, il ne faut plus faire de brèche au niveau des négociations lors de libre-échange avec d'autres pays. Je vais redéposer ce projet de loi-là. S'adapter au changement climatique parce que les
producteurs auront de gros efforts à faire au niveau climatique. Donc, je pense qu'il faut un programme de gestion de risque. Vous savez, on a des agro-stabilités, il y a différents programmes agro. Peut-être qu'il devrait y avoir un programme agro-vert qui viendrait en soutien aux agriculteurs qui font les transformations vers une meilleure production, une production plus verte. Par exemple, ils auront passé des tests sur les sols, ils auront fait des rotations de culture. Eh bien, il faudra que le gouvernement fédéral les soutienne. C'est une demande d'ailleurs de l'UPA. Et au niveau de la main-d'œuvre qualifiée, ils ont énormément de difficultés avec la paperasse. Il faut réduire cela. Quand ça fait 10 ans qu'un employé vient chez vous pour les cueillettes, pourquoi repasser par toute la procédure de paperasse alors qu'il a déjà fait ses classes? Il y a aussi, que ce soit admissible pour toutes les productions, on peut partager aussi les employés lorsqu'on les engage, augmenter les gains de capital lorsque c'est transféré lorsque ça sert au maintien de la ferme et appliquer des normes canadiennes aussi à l'ensemble des produits importés. Merci beaucoup, M. Plamondon. On écoute maintenant M. Yannick Caisse. Bien, pour nous, les conservateurs, c'est dans les 100 premières journées, on va bâtir un programme pour compenser les agriculteurs. Un plan. Pardon? Un plan. On va écouter. Le mot juste. Oui. Et puis, ce programme-là, parce que les agriculteurs ont perdu 18% de leur marché. C'est depuis, on a eu l'accord de libre-échange avec l'Europe et depuis avec les Américains et les Mexicains, c'est 18% qu'on a perdu. On voit aussi que ce qui est important, c'est notre souveraineté alimentaire. Nathalie a fait référence un peu des terres qui sont vendues, pas tout le temps des Québécois, des Canadiens. Il faut protéger ces terres-là, parce que si on cultive nos grains et on met ça dans nos bateaux, c'est comme la souveraineté pharmaceutique, on ne l'avait pas. Il faut conserver nos terres agricoles et favoriser aussi les petites entreprises, les petits producteurs qui veulent s'installer. Merci. Merci. Alors, le hasard a voulu que ce soit vous, M. Caisse, qui posez une question à un candidat de votre choix sur l'agriculture. Vous avez 30 secondes pour le faire. J'ai pas de questions là, par rapport à ça. Si quelqu'un veut... J'entendais M. Plamondon tantôt, avec l'expérience qu'il a. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes à dire. Je vais lui laisser la parole. Je n'ai pas de questions. Je parlais des normes... je parlais des normes canadiennes qui sont très sévères pour les différentes productions. Alors, il y a des inspecteurs qui passent, et vous le savez. Par contre, quand des marchandises semblables entrent à la frontière, eh bien, ils n'ont pas les mêmes normes. Alors, cela nuit énormément en termes de concurrence à nos producteurs. C'est pour ça que je pense qu'on devrait installer un bureau de contrôle pour que tout produit qui entre au Canada ou au Québec ait les mêmes normes. Et je pense même aussi qu'on devrait les afficher de façon très claire, autant que ce qu'on demande à nos producteurs agricoles. M. Plamondon, tant qu'à ce que M. Caisse vous donne du temps d'antenne, on va le partager à 4. Donc, à partir de maintenant, on va être dans notre portion de débat pour 3 minutes 30 à propos de l'agriculture. D'abord, j'aimerais remercier Louis pour son projet de loi sur la gestion de l'offre. C'est avec fierté que j'ai appris que notre gouvernement avait appuyé, après de multiples négociations, j'en conviens, mais nous, on l'a appuyé, ce qui n'a pas été le cas de tous les partis, notamment le Parti conservateur. Je t'annonce que tu as des collègues qui ont voté contre. 83 conservateurs ont voté contre. Je pense qu'on a perdu quand même, au cours des dernières années, beaucoup de subventions fédérales au niveau du fromage, du lait, tout ce qui est produits laitiers. Ça a beaucoup baissé depuis 2012, selon les statistiques. Donc, c'est pas... Qui sont basés sur des chiffres, malheureusement, erronés parce qu'il n'y avait pas de data disponible. Bien, ceux-là, c'est depuis 2011. Il y en avait d'autres en 2015. Okay. Je ne sais pas où ils les ont pris. Ça doit être l'UPA. 80% des producteurs de fromage du Canada sont au Québec. Et ce qui leur a nui le plus, c'est lorsqu'on a négocié le traité de libre-échange avec l'Europe, puis qu'on a permis l'entrée de fromage. Oui. La brèche là, dans la gestion de l'offre, justement. Et ça vient concurrencer à des prix souvent moindres que ce que l'on produit ici, parce qu'en Europe, les fromages sont énormément subventionnés. Donc, ils peuvent les livrer ici à coût moindre que ce que l'on produit à fromage égal. Et nos fromages ont gagné des concours internationaux, sont d'aussi grande qualité et d'aussi bon goût que ces fromages-là. Mais c'est
c'est un obstacle au Moi, développement de notre j'aimerais fromage. savoir. C'est vrai, M. Lamont. Donc, qu'est-ce que vous dites pour la qualité des produits? Il faut garder un standard élevé. Dernièrement, on voyait les compagnies chimiques qui voulaient introduire plus de glyphosate dans les produits. Alors, c'est quelque chose qui est important de contrôler et d'empêcher. Justement, en parlant de pesticides, il y a les néocotinoïdes aussi qui sont toujours les autorisés. agriculteurs n'ont jamais demandé ça. Et puis, c'est pas les pharmaceutiques, mais les compagnies chimiques qui ont décidé de pousser ça. Et c'est quelque chose qu'il faut empêcher. Les abeilles sont importantes. Madame Oui. Gauvin, juste un instant, Madame Gauvin, ça vous a fait réagir, ça? Oui, parce que je trouve que ça fait comme 10-12 ans qu'en Europe, il n'y a plus de néocotinoïdes, puis ça tue toutes les abeilles, c'est une vraie plaie, puis c'est encore en utilisation ici. On a tellement de retard là, au niveau du ministère de l'Agriculture, là, au niveau des produits, puis je sais que les compagnies vont plus vite que le marché, puis de toute façon, il va tout le temps avoir une autre molécule encore pire ou à peu près aussi pire, mais il faut essayer de trouver une façon là, de faire quelque chose de plus durable. Là, on a des cours d'eau, des rivières contaminées, ça s'en va tout dans le fleuve. Faut aider les agriculteurs, des fois aussi de laisser un petit peu d'arbres auprès des saillies de rivières, les ruisseaux. Merci. Madame Rochefort. Donc, justement, tu parles des ruisseaux, mais je m'amène aussi sur l'aménagement des berges sur lequel il y a de beaux projets d'études qui se font ici au centre du Québec, dans Bécancour, Nicolet-Sorel. Cette semaine, je vais aller assister à une rencontre où on va m'expliquer comment on réaménage les berges de façon le plus naturelle possible pour justement permettre l'érosion, mais favoriser une meilleure planète. Mais à ce moment-là, il faut aussi réinvestir pour aider les agriculteurs qui veulent prendre soin de leur environnement, et c'est ce qu'on fait, mais on doit aussi analyser ce qui se fait, et c'est pour ça que avec l'UPA, on a investi pour embaucher 75 scientifiques dans un living lab au lac Saint-Pierre pour justement évaluer les retombées à long terme, et c'est l'UPA qui est porteur de ça. Il y a toutes les espèces envahissantes aussi avec la route de la soie qui s'en viennent. Là, j'ai pas vu de plan des libéraux. C'est complet pour notre bloc sur l'agriculture. Merci beaucoup pour votre participation. On va déjà devoir s'arrêter pour une dernière pause. Dans quelques instants, on poursuit avec la suite de ce débat des candidats aux élections fédérales dans Bécancour, Nicolet-Sorel. Déjà de notre soirée de débat dans Bécancour, Nicolet-Sorel. Les journalistes pourront bientôt questionner les candidats, mais d'abord, place à une question du public. Alors, elle vient de Madame Liette Parent-Leduc, qui vous demande, et vous aurez 1 minute pour répondre à sa question, dans notre circonscription, comment ferez-vous pour améliorer notre bilan vers la carboneutralité durant le prochain mandat? Dans la MRC de Pierre de Sorel, comment concrètement faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre? Alors, on débute pour répondre à cette question-là avec Mme Catherine Gauvin. Eh bien, j'accompagnerai les différentes entreprises qui ont des flottes de véhicules à adopter le électrique. Je participerai aussi avec le NPD à les inviter à rentrer en collaboration avec d'autres industries de leur domaine d'une grappe verte, à aller chercher des investissements à la banque de développement en environnement que le NPD va créer pour pouvoir miser la carboneutralité. Ouais. C'est complet? Oui. Je vais maintenant céder la parole à M. Yannick Caisse. Si on regarde, nous autres, avec notre parti, on voudrait mettre plutôt un crédit pour le carbone, au lieu d'une taxe sur le carbone. Parce que la façon dont c'est impliqué présentement, si on regarde le nombre de personnes qu'on est dans la salle, on divise la salle en deux, on met une partie à droite, une partie à gauche, et puis on dit à droite, vous pouvez fumer en autant que vous payez une taxe. Ça ne règle pas la solution. Moi, je pense que la façon d'aller de l'avant, c'est en ayant des crédits carbone. Merci beaucoup. On écoute maintenant Mme Nathalie Rochefort. Merci, bonne question. On va commencer en prenant exemple sur la ville de Nicolette, qui a réussi à diminuer de beaucoup ses émissions de GES. Mais on va mettre aussi en place des projets, on va favoriser des entreprises comme celle dont je parlais tout à l'heure, comme Charbonne, ici à Sorel-Tracy, qui va produire de l'hydrogène verte. Mais on va aussi bâtir un réseau
électrique carboneutre d'ici 2035. Je vais travailler fort pour qu'on l'installe, qu'on fasse les premiers projets ici, dans Bécancour, Nicolet-Sorel, parce qu'il faut bien commencer à quelque part à travers le Canada. On va commencer ici, parce qu'on a des employeurs qui sont des modèles dans le développement de technologies vertes. On a des agriculteurs qui font des efforts considérables et qui ont des résultats absolument extraordinaires. Donc, on est bien placé pour aller chercher les premières étapes en ce sens. Merci beaucoup, Mme Rochefort. On écoute maintenant M. Louis Plamondon. Je pense qu'au niveau national, il existe une loi qu'on appelle la loi sur la carboneutralité. Cette loi-là, on devrait inscrire dans cette loi-là, au niveau national, que l'objectif de réduction de 2030 soit inscrit dans la loi, ce qui obligerait le gouvernement à faire des rapports à tous les 6 mois ou à toutes les années pour s'assurer qu'on s'en va vers cette atteinte-là. Maintenant, pour ce qui est de la façon plus locale, c'est sûr que le pollueur-payeur, c'est un principe qui devrait s'installer dans toutes les entreprises. Je pense que Rio Tinto ici a fait des efforts d'au-delà de 100 millions pour éliminer en très grande partie sa pollution et c'est exemplaire. Les autres entreprises devraient suivre ce modèle. Tant qu'aux agriculteurs, ils ont beaucoup à faire aussi, mais à l'aide d'un soutien par un programme agro-vert, comme je disais tout à l'heure, pour les aider à faire la transition. Merci beaucoup, M. Plamondon. Alors, sans plus tarder, on y va avec notre période, dis-je bien, des questions des journalistes. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser aux candidats? Vos questions peuvent s'adresser à un candidat en particulier ou à l'ensemble des candidats. Oui. Sylvain Rochon, CJSO, campagne municipale et fédérale se chevauchent presque dans Bécancour, Nicolet-Sorel et au Québec plus largement. Est-ce que les enjeux débattus au municipal influencent votre plan de campagne, influencent vos engagements? Est-ce que parfois vous auriez bien envie de vous mêler d'une campagne dans une municipalité puis vous résister à cette tentation-là? Je sais que M. Caisse, Parti conservateur, lui, a succombé à la tentation de s'en mêler à Sorel-Tracy. Alors, qu'est-ce que ça réserve comme avenir, M. Caisse, en termes de relations, si vous êtes fait député le 20 décembre et que Serge Péloquin, que vous voudriez voir défait par Jocelyn Dano en novembre, est réélu, lui? Je vais travailler avec le conseil municipal. Je vais supporter les projets avec le conseil municipal. Peu importe, mon candidat, c'est Jocelyn, parce que c'est un économiste, c'est quelqu'un qui est quand même très cultivé. Puis ici, il faudrait que je travaille avec Serge. Je pense qu'on est des adultes, on va être capable de travailler ensemble et avec le conseil de ville. Peut-être que les autres ont un commentaire. Moi, je vous dirais rapidement que je ne veux pas que le fédéral mette ses grands sabots dans les juridictions provinciales. Alors, je souhaite également que les députés ne mettent pas leurs grands sabots dans les juridictions municipales. Ils sont de grands garçons, de grandes dames, sont capables de gérer leur ville. On n'a pas à s'ingérer là-dedans. Et lorsque on respecte les élus, après, on collabore avec eux. Au niveau environnemental, là, les villes n'ont pas un revenu extraordinaire. Ils sont pognés à mettre des taxes sur les maisons. C'est vraiment difficile pour eux d'avoir un financement autre que de l'impôt foncier ou de la taxe foncière. Moi, j'aime beaucoup quand le fédéral fait des subventions sur des projets environnementaux, des mini, comme de l'agriculture urbaine, des mini-forêts urbaines, la préservation. Il peut y avoir des enveloppes comme ça là, que les gens peuvent aller chercher là, pour peaufiner, parce que pour vrai, là, les changements climatiques, c'est beaucoup au niveau local aussi là, qu'on va être capable de faire une grosse différence. C'est sûr que je veux pas que ce soit le fédéral qui dicte, mais il peut comme proposer comme le résultat final, qui est qu'est-ce que tu veux faire pour les GES, puis trouve-moi des bonnes idées, puis tiens, voilà de l'argent. Et surtout respecter les juridictions municipales. Oui, bien en fait, on doit travailler avec nos juridictions municipales, avec tous nos élus. On doit travailler avec nos élus provinciaux aussi. Faut pas les prendre en antagonisme, Yannick, ça donne strictement rien. Demain matin, là, Serge est réélu, tu vas avoir de la misère à travailler avec. Je t'en passe un papier.
Mais ça, c'est ton problème, ça t'appartient. Moi, j'ai des partenaires dans les conseils municipaux. Beaucoup de personnes. J'ai des partenaires. Donc, peu importe l'élu municipal, on doit le voir comme quelqu'un qui est là à la base pour servir les gens, les citoyens de chez eux. Et donc, ça fait partie de ce que je veux mettre en place. C'est une table de travail avec mes élus des 44 municipalités. Ceux qui voudront venir, évidemment, mais une par MRC, où on va retrouver mes élus provinciaux, mes élus municipaux, parce qu'on a des projets communs où on doit travailler ensemble. Et on ne doit pas seulement passer par les fonctionnaires, on doit aussi travailler en collaboration l'ensemble des élus. Et non, je ne me prononcerai pas pour ou contre un candidat en particulier. Une autre question? Bonsoir, Alexandre Brouillard, journaliste au Journal Les Deux-Rives à Sorel-Tracy. Ma question s'adresse à Mme Rochefort. Plus précisément, j'aimerais savoir, sachant que dans la grande région de Sorel-Tracy, il y a une pénurie de main-d'œuvre, on peut penser dans le milieu de la restauration. Je me demandais si, selon vous, les aides gouvernementales, dont la PCRE, entre autres, pour passer à travers la crise, commencent à avoir des effets néfastes sur certaines entreprises qui peinent à trouver des employés dans plusieurs domaines. Bien, en fait, la PCRE, en effet, a amené certaines personnes à se réorienter, à changer de carrière aussi. Oui, on dit ils ne reviennent pas travailler, mais il y en a beaucoup qui ont changé de job, carrément. Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'on doit travailler en matière de pénurie de main-d'œuvre, c'est à amener des gens à venir travailler chez nous. Donc, et c'est dans ce sens-là que je travaille très fort. Je pense à une jeune femme que je rencontrais il y a quelques semaines qui, elle, rêve d'avoir son restaurant, mais j'en ai 2 à vendre juste dans mon petit village. Donc, tu sais, il y a des possibilités. Et elle est parfaitement consciente de la pénurie de main-d'œuvre qui s'en vient, qu'il va la frapper de plein fouet. Mais on a beaucoup de travail à faire et c'est pas seulement en mettant en place des programmes, c'est en étant sur le terrain, en concluant des alliances puis en travaillant en partenariat. Merci beaucoup. Alors, c'est de cette façon qu'on va conclure notre portion de débat. Avant que les candidats présents ne s'adressent directement à vous pour une dernière fois, j'aimerais remercier ceux qui ont participé au succès de cette soirée. Éric Deshôtels et son équipe du Cégep de Sorel-Tracy pour leur accueil, pour la préparation avec moi des questions qui furent posées ce soir. Merci à Laurent Cournoyer de CJSO et Jean-Philippe Morin du Journal Les Deux-Rives qui m'accompagnait aussi devant vous avec la gestion du chronomètre. Merci également à la Chambre de commerce pour la vente des billets, les communications intermédiaires, Epix.tv pour la web diffusion, CJSO pour la diffusion et l'organisation, ainsi qu'aux médias présents. Merci d'avoir été avec nous. Les candidats feront maintenant leur déclaration de fermeture, mais juste avant, je tiens à les remercier d'avoir accepté notre invitation de se prêter au jeu ce soir et je vous les représente dans l'ordre habituel. Du Nouveau Parti démocratique, Mme Catherine Gauvin, du Bloc québécois, M. Louis Plamondon, du Parti libéral du Canada, Mme Nathalie Rochefort et du Parti conservateur du Canada, M. Yannick Caisse. Je vous invite à les applaudir encore une fois. Merci. Écoutons-les maintenant avec leur déclaration de fermeture. Ils ont 1 minute et demie chacun pour vous adresser la parole une dernière fois. Et on débute avec M. Louis Plamondon. Merci encore une fois à CJSO, à la Chambre de commerce, au Cégep, EPIC et les Deux-Rives d'avoir organisé ce débat. Depuis plusieurs années, je vous représente à Ottawa. J'ai fait mon travail avec passion, détermination, disponibilité et compétence. Je suis prêt à continuer à vous servir avec autant d'intensité si vous m'accordez encore une fois votre confiance. La possibilité d'un gouvernement minoritaire permettra au Bloc de défendre encore mieux les intérêts du Québec et de porter à Ottawa l'inconsensus de l'Assemblée nationale. Chaque fois que le Québec a fait confiance aux conservateurs, aux libéraux, au NPD, le Québec a été déçu, le Québec a perdu. Avec le Bloc, le Québec sera toujours gagnant. Bonne fin de campagne et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. Merci. Merci, M. Plamondon. Je vais vous demander de garder vos applaudissements pour la fin, s'il vous plaît. Alors, on va écouter maintenant M. Yannick Caisse. Comme je vous disais, c'est mon premier débat. C'est un privilège d'être ici ce soir avec vous. Et surtout, qu'est-ce qui me touche, c'est d'être ici avec M. Plamondon. Je sais que je suis capable de livrer la marchandise, être un représentant comme M. Plamondon a été. J'aimerais être élu pour poursuivre, peut-être pas me rendre de 37 ans, mais j'aimerais poursuivre comme il s'est engagé auprès des citoyens. Puis pour ça,
avec M. Plamondon, je vous dis, j'ai voté pour lui au Parti conservateur. J'ai voté pour lui lorsqu'il était au Bloc, il y a quelques années. Puis aujourd'hui, comme je vous dis, c'est un honneur. Puis j'aimerais profiter de l'occasion, puisqu'il a fait 37 ans, qu'il a été élu le politicien, le député avec la plus longue longévité francophone à la Chambre des communes. J'aimerais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. C'est complet. On va maintenant écouter Mme Nathalie Rochefort. Merci. Merci à tous de vous être déplacés ou de nous avoir écoutés en ligne. Merci aux partenaires diffuseurs. C'est vraiment toujours agréable de débattre d'idées avec passion, mais aussi dans le respect. Comme je vous l'avais pu le constater, mon surnom de Tornade Rouge n'est loin d'être usurpé. Je suis une femme de conviction, je suis aussi une femme d'action, une femme concrète. Ça va me faire un immense plaisir, ça va être un honneur pour moi de travailler avec Louis Plamondon après le 21 septembre, puisque je lui ai déjà demandé d'être mon mentor pour assurer une transition en douceur, pour nous assurer qu'on laisse personne de côté. Et je vais m'assurer de l'aider pour trouver un rédacteur pour rédiger ses mémoires, puisque c'est quand même la mémoire du Québec et du Canada en matière de politique. Merci. Merci beaucoup. Écoutons maintenant Mme Catherine Gauvin. Merci de m'avoir invitée. Je sais que le NPD, c'est nouveau. Hein? Il y a beaucoup de gens qui osent moins et tout, mais je pense qu'on est rendu à faire différent, à être là pour l'environnement, à l'équité générationnelle, à rattraper là, la classe moyenne qui roche, qui a de la misère, à aller chercher des nouveaux revenus, hein, parce qu'on peut pas juste dépenser. Il faut aussi essayer d'être innovateur, puis aller chercher des sous, est-ce qu'il y en a. Je pense que l'environnement, c'est certain là, que les libéraux puis les conservateurs ont eu leur chance, puis on n'en a pas vu des résultats. Si ça vous tient à cœur, là, je pense qu'on est dû pour un vrai changement. Là, je viens de dire vrai changement. Pas une bonne réponse. Parce que ça a déjà été un slogan. Mais bref, j'espère que j'ai réussi à vous partager un peu ma passion pour la plateforme du NPD. Je trouve que c'est vraiment la plateforme électorale la plus intéressante qui correspond aux valeurs des jeunes. Puis j'espère aussi que vous prendrez le temps d'aller voir, parce que il y a beaucoup de membres militants de gauche qui ont du cœur, qui ont mis des années de bénévolat pour réussir à la construire. Merci. Merci beaucoup. Alors, le débat en vue des élections fédérales dans Bécancour-Nicolet-Sorel est maintenant terminé. Merci aux gens présents dans l'assistance et à ceux qui nous ont écoutés à la maison ou dans leur véhicule. C'est maintenant à votre tour d'agir. Allez voter en grand nombre. Jusqu'à mardi prochain, 18h, au Bureau d'Élections Canada, au 13 rue Georges, ouvert 7 jours sur 7. 4 jours de vote par anticipation du 10 au 13 septembre, vendredi, samedi, dimanche et lundi prochain. Évidemment, le jour du scrutin, le 20 septembre prochain. J'espère que cette soirée contribuera à votre réflexion électorale. Continuez de suivre la campagne via les médias locaux et leurs différentes plateformes.